Si elle avait su que tout finirait si mal, elle aurait essayé à tout prix de rencontrer le grand-duc. Elle a prié Dieu, qui l'a emmenée dans un autre monde, de lui donner une autre chance. S'il l'entend, alors seulement elle pourra vivre une vie heureuse. Ce regard furieux, cette barbe épaisse, l'étranger suggéra à la jeune fille de changer d'avis avant qu'il ne soit trop tard. Cette idée de mariage arrangé n'était pas de bon augure dès le départ. L'action se déroule dans une nouvelle, le personnage principal a pu traverser l'espace-temps. Pour une vie heureuse, elle proposa le mariage au grand-duc du Nord, fille du comte Joanna Woods. La jeune fille a été impliquée dans cette affaire par erreur de Dieu. Dieu a promis de réaliser tout souhait en signe d'excuse, mais elle n'était pas du tout d'accord. Je n'ai rien regretté du tout. Elle connaissait initialement ce monde et avait des informations sur l'intrigue du roman. Alors, avec un peu de chance, elle a réussi à obtenir la meilleure place. Elle avait un excellent acteur principal à ses côtés, donc ce serait certainement une histoire d'amour heureuse. Cependant, la vie du personnage principal a continué même après la finale, le travail, qui devenait de plus en plus important à chaque fois, les nobles qui continuaient à lui désobéir. Aussi le personnage principal, qui était obsédé par elle, lui interdisait même de regarder d'autres hommes, menaçant de les détruire. Joanna a connu une série de difficultés et il n'y avait personne pour l'aider. Sa Majesté fut informée qu'elle avait reçu une lettre, mais la dame ne fut pas particulièrement heureuse d'entendre cela, lui rappelant qu'elle avait ordonné que toutes les lettres inutiles soient brûlées. Dès qu'elle apprit que la lettre venait du grand-duc Trévis, elle l'arracha immédiatement des mains du majordome. Les autres nobles appelaient Trévis le duc des bêtes et le méprisaient même, mais pour la dame, il était l'ami le plus cher, même s'ils ne s'étaient jamais vus. Le duc était la seule personne qui comprenait Joanna, leur communication a commencé à partir du moment où elle se battait pour le trône. Le trône lui est parvenu sans difficulté car le grand-duc n'a pas pris part à la lutte pour le trône, ce pourquoi elle voulait lui exprimer sa profonde gratitude. Sa réponse à sa lettre était pleine de mots chaleureux d'approbation, et à partir de ce moment-là, ils commencèrent à se rapprocher, échangeant des lettres. Ils parlaient des affaires de l'autre, parfois ils discutaient de questions politiques et parfois ils discutaient de toutes sortes de bagatelles. Jeanne a connu de nombreux moments où elle était très inquiète et effrayée de savoir si elle serait capable de faire face à ses responsabilités après son accession au trône. Elle n'a pu surmonter la pression que grâce au grand-duc. Ainsi, leurs lettres s'accumulèrent de plus en plus, et cela continua pendant 5 ans. Pendant tout ce temps, ils auraient pu se rencontrer au moins une fois, mais Joanna a de nouveau été refusée, prétextant que leur rencontre pourrait entraîner des problèmes politiques. La famille de Trévis avait soutenu l'empereur précédent, qu'ils avaient remplacé avec succès, donc s'ils avaient rencontré le grand-duc, toutes sortes de rumeurs auraient commencé à circuler autour d'eux. La dame était très contrariée d'être rejetée une fois de plus, elle ne se souciait pas de ce que les autres disaient, mais Trévis était catégorique. Elle était très intéressée par son apparence. Comme il s'agissait d'un monde romantique fantastique, elle était sûre que si le duc avait une écriture élégante, alors il était probablement très beau. D'après son style d'écriture, on pouvait supposer qu'il avait un bon caractère, et Joanna rêvait de le rencontrer au moins une fois. Elle a eu l'idée de lui donner un ordre, par exemple, que le grand-duc devait venir dans la capitale et rendre visite à la famille impériale. S'il n'obéit pas, une punition sévère l'attend. Cependant, la dame a déchiré la lettre et a écrit un texte complètement différent, promettant à Trévis qu'elle ne le forcerait plus à venir, mais qu'elle espérait toujours qu'à l'avenir il ne serait pas lié par des chaînes politiques. Dès qu'une sorte d'ordre ou de devoir surgissait entre eux, l'amitié mourait à cet instant même. Joanna ne pouvait pas mettre fin à leur relation en cédant à une impulsion momentanée. La jeune fille commença à penser qu'il était temps pour elle de mettre fin à sa vie d'impératrice qui ne pouvait pas rencontrer librement son amie. Ce n'était pas la meilleure idée, car elle ne pourrait alors jamais retourner dans l'Empire. Soudain, un homme avec une épée a fait irruption dans la chambre de la dame, ses yeux brillants de folie. Il a dit que s'il ne pouvait pas obtenir ce qu'il voulait, alors il la détruirait tout simplement. Dieu a effectivement écouté la demande de la jeune fille et l'a ramenée à la vie afin qu'elle puisse rencontrer le grand-duc et devenir heureuse. Elle a voyagé un long chemin sous prétexte d'un mariage arrangé. Lorsque Joanna a vu ce même duc Trévis, elle s'est figée sur place d'horreur. À ce moment-là, elle voulait que tout cela ne soit qu'une blague. Pour commencer, la jeune fille a demandé au duc de l'inviter chez lui, car ils avaient une longue conversation devant eux. La regardant avec son regard menaçant, Trévis prévint qu'il ne blâmerait pas la dame si elle décidait de partir pendant la conversation, elle n'avait qu'à le dire et il comprendrait tout. Joanna était incroyablement effrayée, mais elle essayait de ne pas le montrer. Le duc s'excusa auprès d'elle pour sa mauvaise hospitalité, car cela faisait longtemps qu'il n'avait pas reçu d'invité dans son château. L'atmosphère ici donnait la chair de poule à la jeune fille. Le château était très sombre, les serviteurs avaient une apparence incroyablement effrayante et ses chevaliers inspiraient une véritable peur.
Johanna pensait justement à s'échapper quand Travis a dit qu'ils étaient là, il était donc trop tard pour s'échapper. Le duc a décidé d'aller droit au but et a demandé la raison pour laquelle la jeune fille voulait conclure un mariage arrangé avec lui. Johanna est venue ici pour des affaires importantes, mais elle n'en a pas parlé au maître, mais a seulement dit qu'elle voulait vivre dans le Nord. Elle avait besoin de ce mariage non seulement parce qu'elle désirait ardemment rencontrer le grand-duc, mais elle avait pris cette décision afin de s'éloigner de la famille impériale. Selon l'intrigue du roman, devenir impératrice visait la croissance et le développement du personnage principal, il y avait toujours de la corruption et divers types de menaces pour la vie autour des personnes de haut rang. Malheureusement, la jeune fille ne pouvait pas éviter tout cela. Tandis qu'elle sirotait son thé, Johanna pensait qu'il aurait été préférable qu'elle repasse les examens d'entrée au lieu de tous ces ennuis dans lesquels elle s'était mise. Ce salaud qui l'a attaqué était le prince héritier, et le simple fait d'y penser donnait la chair de poule à la fille. Dans sa vie passée, elle avait pu passer du statut de pauvre baronne à celui d'impératrice, et cela était en partie dû au prince héritier qui avait de l'autorité, mais maintenant, elle ne voulait même plus respirer le même air que lui. C'est pourquoi Johanna est dans le Nord maintenant parce qu'elle n'a pas d'autre choix, car cette terre est dirigée par un grand-duc dont le statut peut briser les liens de la famille impériale, le seul endroit qui n'est pas sous le contrôle absolu de l'empereur. La jeune fille aurait voulu le dire comme ça, mais elle ne pouvait pas, elle a juste dit qu'elle ne voulait tout simplement pas s'impliquer avec la famille impériale. Après avoir écouté attentivement Johanna, Travis a dit que même avec tout cela, il pensait qu'elle tirerait plus d'inconvénients que d'avantages du mariage. Le Nord était trop froid et rude pour les habitants du Sud, et il était également dangereux à cause des monstres qui vivaient autour. Le plus important pour le duc était que son invité ait certainement entendu ce qui se disait à son sujet. Le duc bête du Nord, un homme qui a renoncé à ses droits au trône malgré son sang noble, un maniaque qui n'existe que pour tuer des monstres. Travis pensait que même si ce mariage n'était que sur papier, l'environnement ne ferait que nuire à la jeune fille. Johanna se rendit compte qu'il était toujours comme ça, même dans ses lettres, le grand-duc était très amical et doux, et avait tendance à se mettre au-dessous des autres. Dans sa vie antérieure, lorsqu'elle lui avait dit qu'elle allait lui trouver une épouse parce qu'elle craignait que le grand-duc se retrouve sans famille, il avait dit exactement les mêmes choses. Maintenant, la fille comprenait pourquoi, à ce moment-là où ils se rencontraient, Travis voulait qu'elle parte avant qu'elle ne le regrette, cet homme ne voulait pas que Johanna souffre d'inconvénients. Même si l'homme était un peu différent de la façon dont la fille l'avait imaginé, l'homme qui était maintenant assis juste en face d'elle était définitivement le Travis qu'elle connaissait, qui avait traversé le bourbier de la politique dure et de la condamnation. Le duc était un ami important qui lui apportait toujours la paix et ne se trahissait jamais. Elle n'avait donc aucune raison de reculer. La jeune fille a déclaré avec assurance que toutes les choses qu'elle venait d'entendre ne lui posaient pas de problème, mais qu'au contraire, elles lui étaient très bénéfiques. Parce qu'avec les monstres autour, la famille impériale ne la dérangerait pas avec ses visites, et les rumeurs sur le duc dissuaderaient les lâches de venir. Johanna a admis qu'elle ne se soucie pas du statut ou du pouvoir d'une personne, elle juge par la façon dont les gens se traitent. La fille a traversé le froid brutal du Nord pour voir celui qu'elle considère comme digne. Pour rencontrer Travis, elle a commencé cette vie depuis le début, se promettant que cette fois, elle la vivrait jusqu'au bout. Johanna a décidé de demander le duc en mariage, lui demandant de devenir son ami, car s'ils étaient amis, il n'y aurait pas lieu de s'inquiéter de petits inconvénients. Le monsieur n'en croyait pas ses oreilles, il ne comprenait pas comment la jeune fille pouvait dire une chose pareille après l'avoir vue. Johanna a admis qu'elle était un peu effrayée par son apparence, mais jusqu'à présent, il n'y avait rien qui puisse menacer sa santé. En tout cas, si leur mariage n'est que sur papier, alors l'apparence n'est pas un problème. La fille lui a demandé à nouveau ce qu'il pensait de sa proposition. Après une courte pause, le duc répondit que, quoi qu'il en soit, il devait vérifier quelque chose. Après avoir mis devant elle toutes les lettres que Johanna lui avait écrites, Travis avoua qu'il était inquiet et qu'il avait longtemps réfléchi à la question de savoir s'il devait lui montrer tout cela, mais il avait invité la fille précisément à cause d'elle. Le duc se demandait si elle savait ce qu'étaient ces lettres. La fille n'en croyait pas ses yeux, elle paniquait, ne comprenant pas pourquoi il recevait toutes ces lettres. Cela s'est produit avant que Travis ne reçoive la lettre proposant un mariage arrangé. Le maître ordonna à son serviteur d'envoyer un refus poli, car il était fatigué de tout cela, mais le serviteur dit que cette fois, la famille impériale lui avait personnellement demandé de s'assurer que le duc arriverait. Cela n'avait pas d'importance pour le maître, la famille impériale savait très bien qu'il n'irait nulle part même s'ils en donnaient l'ordre, auquel cas cela ressemblerait à rien de plus qu'une simple blague. Le duc était fatigué d'être constamment harcelé par tout le monde, il n'était pas intéressé par les discussions sur le trône, mais la famille impériale continuait à le harceler constamment. Travis n'avait aucune envie d'entrer dans cette jungle dorée où l'interaction humaine n'était pas à prévoir.
Le duc s'était longtemps demandé s'il y avait au moins une personne avec laquelle il se sentirait à l'aise, mais il savait maintenant qu'une telle personne n'existait tout simplement pas. Il était convaincu qu'aucun excentrique ne voudrait engager un dialogue avec un animal qui refusait de faire connaissance. Après ces réflexions, le tiroir de son bureau s'ouvrit et une énorme pile de lettres apparut devant lui. Johanna ne pouvait pas croire que ces lettres étaient soudainement apparues devant le maître. C'était difficile à croire, mais c'est comme ça que ça s'est passé. La fille a supposé que tout cela était un stratagème de Dieu pour la rapprocher du duc, mais dans ce cas, Travis pourrait penser qu'elle était une sorte de sorcière étrange. Le monsieur s'est excusé auprès de la jeune fille pour son attitude négligente envers elle. Il a remarqué qu'elle était très surprise. Après s'être légèrement raclé la gorge, Johanna a dit qu'elle allait parfaitement bien, juste un peu confuse. Le duc ne voulait pas la déranger avec ses questions, cependant, il voulait juste vérifier si c'était vraiment la fille du futur qui envoyait toutes ces lettres. La jeune fille a décidé de changer de sujet, disant que leur conversation avait un peu traîné en longueur. La situation était telle qu'elle devait encore expliquer qu'elle était revenue à temps, même si cela semblait plutôt stupide. Johanna a proposé de fournir des preuves qu'elle pouvait prédire ce qui se passerait ensuite, mais Travis l'a arrêtée car ce n'était pas nécessaire. À ce moment-là, les lettres avaient déjà été vérifiées par le prêtre. C'était incroyable, car le prêtre n'avait jamais ressenti une puissance divine aussi forte de toute sa vie. Il a assuré à Travis qu'il n'était pas nécessaire de vérifier le contenu, car il s'agissait d'un test que Dieu avait préparé pour le grand-duc. Dans ces innombrables lettres venues du futur, le nom de la fille qui le traitait comme une amie revenait constamment. Il communiquait sur de petites choses, parfois la jeune fille demandait conseil au duc, et il essayait de l'aider de toutes les manières possibles, parfois il parlait simplement de qui faisait quoi. Il n'y avait pas de place pour la politique dans leur correspondance, et aucun d'entre eux ne cherchait à tirer un gain personnel de la communication, c'était une forme idéale d'amitié. La seule chose que Travis ne comprenait pas était pourquoi Dieu avait décidé de lui montrer cela. Voulait-il vraiment lui faire comprendre que dans le futur le maître trouverait cet ami même, ou devait-il partir à sa recherche? Un jour, l'assistant du duc lui apporta une lettre de la baronne Johanna. Des lettres d'autres nobles avaient été triées, mais il n'avait jamais entendu parler d'une telle baronne, alors il apporta la lettre au gentilhomme. Travis lui arracha la lettre des mains et commença à la lire frénétiquement, ne comprenant pas ce qui se passait. Il était sûr qu'il ne commencerait à correspondre avec cette fille que dans un an. Lorsqu'il a vu la proposition de mariage arrangée, le sol a semblé se dérober sous ses pieds. Cette offre le choqua plus que les lettres du futur, car de toute sa vie Travis n'avait jamais rien reçu de tel. Le duc était convaincu que puisque la fille venait du futur, elle devait prendre des décisions rationnelles. Il voulait juste rendre toutes les lettres, même si Johanna pensait qu'il était fou. Travis pensait que tout serait oublié, cependant, il a changé d'avis. Le duc accepta sa proposition, à condition qu'elle ne regrette vraiment rien. Parmi les lettres qui lui avaient été envoyées depuis 5 ans, la dernière l'intéressait beaucoup. Johanna avait gentiment écrit qu'elle viendrait à leur rencontre, mais maintenant Travis avait appris qu'elle était retournée dans le passé. Avec la dernière lettre, il a reçu une nécrologie concernant cette fille. À ce moment précis, le duc commença à regretter de ne jamais l'avoir rencontrée. Il décida donc que cette fois-ci, il ferait tout ce qu'elle lui demanderait de faire, afin que ni lui ni elle ne regrette rien. Souriant sincèrement, Johanna a invité Travis à mieux se connaître. Elle lui prit doucement la main et lui demanda si elle pouvait simplement l'appeler Trave, puisque les formalités n'étaient pas nécessaires entre amis. Légèrement gêné, le duc lui permit de l'appeler comme elle l'entendait, mais il pensait que lui donner un surnom serait irrespectueux, puisqu'elle vivait déjà plus d'une vie, et donc beaucoup plus âgée que lui. Le duc décida d'appeler sa nouvelle amie grande sœur. Après ces mots, Johanna se figea, pensant que cet homme était un véritable idiot. Elle n'aimait pas du tout cette idée et demanda à être appelée simplement par son prénom. La fille est devenue Johanna Smith grâce à ce stylo. Le duc a demandé si une cérémonie de mariage était nécessaire, mais sa femme l'a rassuré en lui disant que ce n'était pas nécessaire, car ce n'était qu'un mariage sur papier. Elle a immédiatement indiqué que si le duc avait une petite amie, elle lui donnerait le divorce. Entendre de tels mots était excitant pour le duc, il était sûr que cela n'arriverait jamais. Il décida de poser une contre-question, si Johanna avait un amant. La jeune fille a déclaré qu'après le divorce, elle n'avait plus personne, mais les gens ne savent rien de sa vie personnelle. Tout d'abord, Travis a décidé de présenter sa femme à des personnes qu'elle verrait souvent, et si elle avait besoin de quoi que ce soit, elle pourrait les contacter. Le duc présente Johanna à son majordome Christopher et à sa femme de chambre Daphné. Le gentilhomme présenta également sa femme à ses serviteurs, en disant qu'à partir d'aujourd'hui elle vivrait dans ce château et qu'il espérait un bon service et une bonne hospitalité. Après avoir regardé attentivement la jeune fille, la femme de chambre et le majordome dirent d'une seule voix qu'ils étaient contre ce mariage.
Johanna n'a pas pu contenir ses émotions face à ce qu'elle a entendu. Le majordome répéta une fois de plus qu'il n'était pas d'accord avec ce mariage et commença à exhorter le maître à renvoyer la jeune fille dans le sud. Travis a demandé à son serviteur comment il avait osé dire une telle chose devant la duchesse. Son visage se transforma en une mimique, il dit d'un ton menaçant qu'il ne pouvait pas supporter une telle grossièreté et que ses serviteurs le savaient très bien. Christopher ne comprenait pas ce que pensait le monsieur, mais il lui demanda si épouser cette fille n'était pas un gaspillage d'argent. L'homme continua en disant qu'il était très déçu, car il lui parlait du mariage tous les jours, mais le duc avait choisi un jeune aristocrate avec une position très basse. Daphné s'est approchée de Johanna et lui a dit que si elle voulait s'échapper maintenant, elle risquerait sa vie pour l'aider. Travis a dit à ses serviteurs qu'il s'inquiétait pour rien, il voulait qu'ils sachent qu'il n'essayait pas de les embrouiller. La jeune fille remercia le majordome et la femme de chambre pour leurs soins, mais dit qu'elle ne retournerait pas dans le sud. Elle ne reviendra pas dans le sud car elle a personnellement proposé le mariage au duc. Travis a crié quand il a entendu cela, et il a commencé à s'inquiéter que tout le monde puisse mal comprendre tout. Christopher trouvait incroyable que le duc ait reçu une telle offre, car les nobles avaient généralement peur de le regarder dans les yeux. Le duc voulait tout expliquer, mais le majordome et la femme de chambre n'écoutaient rien, mais s'excusaient pour leurs objections. Ils ont souhaité bonheur et amour aux jeunes mariés. Restés seuls, Travis a demandé à Johanna si elle allait bien, car il y avait une telle agitation parmi les serviteurs. La fille allait bien, elle comprenait que Daphné était heureuse que son maître ait trouvé quelqu'un qu'il aimait. Le duc corrigea sa femme en lui disant qu'ils avaient besoin d'amitié, pas d'amour. Johanna était un peu gênée et était d'accord avec lui. Elle a ajouté que Travis est une bonne personne, qui sait, peut-être qu'un jour, ses sentiments envers lui pourront complètement changer. Le duc changea rapidement de sujet et rappela à la jeune fille qu'elle ne lui avait jamais dit pourquoi sa vie passée avait pris fin. Peut-être que Johanna avait tout simplement tort de penser qu'elle pouvait aimer Travis, il ne voudrait pas que quoi que ce soit les accable tous les deux. La fille était d'accord avec ses paroles, elle était une lâche. Pour être honnête, maintenant elle n'était même plus sûre d'avoir besoin d'amour, car la pensée du passé faisait trembler son corps. Les émotions qui la rendaient heureuse peuvent changer complètement dans la direction opposée en un instant. Même si elle avait peur, elle ne voulait pas que Travis ne connaisse jamais l'amour, mais en même temps, elle ne voulait pas induire les gens en erreur sur le mariage. Le duc regarda Johanna avec surprise, il semblait que cela la dérangeait. Elle était vraiment inquiète que les gens, sans rien savoir, commençaient à blâmer le maître pour tous les péchés. Travis ne comprenait pas pourquoi elle était si inquiète, car ce n'était pas sa faute. Cependant, Johanna voulait détruire les stéréotypes sur le duc parce qu'il est son ami cher. Elle promit qu'elle trouverait une fille au maître par tous les moyens nécessaires, décidant qu'elle ne devait rien négliger, considérant que c'était déjà sa troisième vie. Travis comprenait l'essentiel de ses paroles, mais répéta une fois de plus qu'il n'aurait jamais d'amant. S'agenouillant devant sa femme et lui prenant les mains, le duc a déclaré que cela n'avait pas d'importance quel contrat ils avaient signé, ou s'ils avaient promis d'être amis et de se soutenir mutuellement. Tant qu'ils étaient liés par des liens, même s'il s'agissait d'un mariage arrangé, le duc avait promis à Johanna qu'il ne la trahirait jamais et qu'il la protégerait jusqu'au bout. Il n'avait aucune envie de trahir sa vérité, car le duc était un homme qui valorisait l'honnêteté et la loyauté. Un jour, le peuple de l'ancien empereur, dont Johanna a pris la place dans sa vie passée, s'est uni et est venu à Travis pour se rebeller contre elle. S'il l'avait voulu, le grand-duc aurait pu devenir empereur, mais au lieu de cela, il chassa les rebelles et lui envoya une lettre d'avertissement. Maintenant, le duc montrait une fois de plus sa loyauté envers la jeune fille, et une telle confiance ne nécessitait ni récompense ni avantage. Travis a admis que tout cela n'était que son caprice et qu'il ne serait en aucun cas un fardeau pour la jeune fille, lui disant qu'elle pouvait le quitter à tout moment si elle le souhaitait. Après ces mots, Johanna se précipita vers le duc et le serra fort dans ses bras, précisément parce qu'elle savait quel genre de personne il était, elle voulait vraiment le rencontrer. La jeune fille lui promit que même si l'amitié était la seule chose qu'elle pouvait lui donner, elle essaierait de toutes ses forces de récompenser son mari pour toutes ses bonnes intentions. Si cet homme était à ses côtés, alors elle pourrait trouver le bonheur. Johanna voulait aussi vraiment que Travis soit heureux aussi. Après ces mots, le duc serra également la jeune fille dans ses bras et lui promit d'essayer de traverser cette épreuve ensemble. Pour elle, venir dans le nord était définitivement la bonne décision. Il y avait une chose qui lui manquait, le nord, l'endroit au climat le plus rude. Il faisait terriblement froid la nuit, et Johanna était gelée jusqu'aux os, et c'est alors qu'elle a commencé à se demander comment les gens pouvaient vivre dans de tels endroits. Le duc dormait sans couverture dans ce froid sauvage, il se sentait probablement à l'aise. Quelques minutes plus tôt, une conversation avait commencé entre eux et Travis avait dit que pour que sa nouvelle épouse soit à l'aise, il dormirait sur le canapé. Johanna avait absolument besoin d'un chauffage, sinon elle allait geler.
mourir et vivre sa quatrième vie. Le duc s'est réveillé en entendant sa femme trembler de froid, mais il lui a apporté son manteau de fourrure pour au moins la réchauffer. Travis avait complètement oublié que la fille venait du sud et n'était pas encore habituée à un climat aussi rude. Il a promis d'augmenter le chauffage demain, car il était déjà tard et appeler les domestiques serait assez problématique. Le monsieur a promis que c'était une mesure temporaire et que demain tout serait différent. Joanna remercia son mari, mais elle avait encore froid, elle était bien plus frileuse qu'elle ne l'avait pensé. Travis se sentit très gêné et s'excusa auprès de sa femme car c'était la première fois qu'il rencontrait quelqu'un qui ne pouvait pas rester au chaud même emmitouflé. Après avoir enlevé un peu son manteau de fourrure, la jeune fille a dit que s'il n'y avait pas d'autres options, son mari pourrait lui prêter son corps. Le duc serra la jeune fille dans ses bras et s'allongea à côté d'elle pour la réchauffer rapidement, cette situation semblait gênante pour eux deux. En principe, Joanna était d'accord avec tout, sauf que les mains massives de Travis appuyaient fort sur sa gorge. Malheureusement, le duc ne pouvait rien y faire. Son corps était en effet massif, comme s'il n'était fait que de muscles. La fille compara cela au fait d'être serrée dans ses bras par un ours géant, les muscles n'étaient pas aussi durs qu'elle le pensait. Joanna ressentit un étrange réconfort. De toute sa vie, Travis n'aurait jamais pu rêver d'une chose pareille, il lui semblait qu'il serait seul toute sa vie. Avant sa mort, on lui avait donné pour instruction de ne faire confiance à personne, mais il voulait croire cette fille. Cette fille a cru en lui et l'a ramené à la vie. Dans son sommeil, Joanna commença à se retourner et à la supplier de ne pas la tuer, répétant qu'elle voulait vivre. On aurait dit qu'elle rêvait de son cauchemar qui hantait la fille. Gordon King était le prince héritier de l'Empire, et cet homme, selon Joanna, était le personnage principal du roman. Lorsque la fille est arrivée au nord, l'avenir a changé, elle aurait dû regarder ce qui se passait. Travis savait que s'il ne faisait rien maintenant, sa femme pourrait abîmer ses dents. Il lui ouvrit soigneusement la mâchoire et plaça son doigt sous elle pour qu'elle puisse le mordre si nécessaire. Le duc était prêt à tout pour s'assurer que sa femme passe un sommeil paisible cette nuit. Le matin, Joanna était incroyablement désolée, elle ne pensait pas pouvoir faire une telle chose dans son sommeil. Travis a essayé de la convaincre qu'elle ne devrait pas s'excuser pour quelque chose qu'elle ne pouvait pas contrôler. La jeune fille craignait qu'à cause d'elle le duc ne puisse pas dormir paisiblement, mais l'homme a dit qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter, car il fut un temps où il dormait dans les forêts froides sous le rugissement des animaux sauvages. Bref, Joanna a dit que la prochaine fois, elle tiendrait le mouchoir entre ses dents, et en plus, cela a dû être très douloureux pour Travis. Pour le duc, ce n'était rien comparé aux blessures qu'il avait reçues auparavant. Le duc rappela ses paroles à la jeune fille, car elle-même avait dit que les petits désagréments étaient typiques des relations amicales. Joanna s'est rendu compte qu'il prenait ses paroles trop au pied de la lettre, elle a donné un exemple. S'il lui demandait de lui donner tous les papiers de la propriété ou de lui donner tout son argent, le ferait-il vraiment? Après un moment de pause, Travis a dit qu'il y réfléchirait, car si elle avait plus d'expérience que lui en matière de gestion immobilière, il était alors logique de tout lui confier. Se penchant vers la jeune fille, le duc dit qu'il pensait qu'il serait heureux de lui céder le poste de grande-duchesse, peut-être que l'empereur ne s'en soucierait pas non plus. De plus, il était sûr que ce rôle conviendrait à sa femme. Joanna l'a attrapé par le manteau et a commencé à le gronder pour sa naïveté. Elle a essayé d'expliquer qu'il était impossible de vivre comme ça, mais Travis avait toujours sa propre opinion, car cette fille lui faisait confiance et revenait le chercher. La confrontation fut interrompue par le majordome, venu annoncer qu'il était l'heure du petit déjeuner. Voyant la fille assise sur le duc, l'homme s'est excusé et a immédiatement fermé la porte. Le couple se figea, tous deux se sentant gênés car le majordome avait probablement tout mal compris. Daphné était mécontente du comportement de son collègue, car elle lui disait qu'il devrait attendre avant de faire irruption dans la pièce. Au petit déjeuner, Joanna a demandé une faveur à son mari, elle avait besoin de faire quelque chose et pour cela elle avait besoin de son bureau pendant un moment. Travis a immédiatement accepté, mais il est devenu curieux de savoir ce que la fille voulait faire. Joanna allait gagner un peu d'argent de poche, elle avait le savoir d'une personne renaissante, une entreprise qui porterait certainement ses fruits. Comme c'était la 3e fois qu'elle faisait ça, elle était un peu déprimée. De toute façon, elle devait faire de gros efforts, plus elle aurait d'argent, plus sa vie serait confortable. Cependant, travailler dans le bureau de Travis n'était pas si mal. La première fois que la fille est entrée dans le château, elle était submergée par l'excitation et la peur, mais maintenant elle se sentait très à l'aise. Avant de venir ici, elle avait commencé à faire quelque chose d'important, alors maintenant elle avait juste besoin de vérifier quelques petites choses. Dans le couloir, Joanna a rencontré Christopher, elle a demandé où était son mari maintenant, elle avait un besoin urgent de lui montrer quelque chose, l'homme a demandé à le suivre. Le duc pourrait maintenant être occupé à vérifier ses armes. Christopher a informé le monsieur que la dame le recherchait pour affaire.
En voyant son mari pratiquement nu, elle se figea sur place. Travis a immédiatement expliqué qu'il pensait que ses vêtements de protection étaient déchirés, alors il a décidé de vérifier. D'après l'expression du visage de Johanna, le duc devina qu'il avait l'air un peu désagréable à ses yeux. La fille commença à nier furieusement, car elle n'avait rien dit de tel, elle fut juste un peu surprise lorsqu'elle ouvrit la porte et vit le duc sans chemise. Elle devinait que le monsieur était en bonne forme, mais elle ne se doutait même pas qu'elle pourrait le voir si ouvertement. De toute façon, elle était venue ici pour lui montrer quelque chose. Johanna tendit le paquet de papier à Travis, se sentant mal à l'aise et ne sachant pas où chercher. Comme Christophe était encore dans la pièce, la jeune fille murmura à l'oreille de son mari qu'il s'agissait d'un document foncier. Dans le passé, c'était un terrain qu'il voulait acheter. Bien sûr, il n'avait aucune manie pour elle, mais elle se rappela soudain que le duc regrettait l'occasion manquée de l'acquérir. Travis était vraiment désolé de ne pas pouvoir acheter le terrain, mais maintenant le terrain n'avait plus de propriétaire, alors Johanna a décidé de l'acheter, mais le duc n'a pas compris, car à en juger par le contenu, c'était une montagne ordinaire. Avec un sourire narquois sur son visage, la jeune fille a dit qu'une mine de diamants serait découverte à cet endroit. En entendant ces mots, Travis a immédiatement appelé sa femme pour acheter d'urgence ce terrain. Bien qu'il ne comprenne pas si elle ne regretterait pas de le lui donner, Johanna a expliqué que sans le duc, elle n'aurait pas connu cet endroit. L'homme était complètement confus, il avait besoin de penser à ce moment, au fait que Johanna lui donnait si facilement cette terre. La jeune fille fit une grimace mécontente et demanda si le duc voulait vraiment refuser son cadeau. Elle a essayé si dur de trouver cet endroit et de tout préparer, et maintenant il la contrarie. Après ces mots, Travis acquiesça. Johanna était contente d'elle-même, elle décida qu'à partir de maintenant elle devait ramener cet homme à la vie par tous les moyens nécessaires. C'était le dernier monstre. C'était incroyable, l'un des chevaliers allait rapporter le succès au duc, mais l'autre l'en empêcha, considérant que ce n'était pas la meilleure idée. Monsieur Travis n'était pas de bonne humeur maintenant. Le monsieur est venu voir sa femme, lui exprimant son intention de la rembourser pour un cadeau aussi coûteux. Il était important pour lui de savoir si elle avait quelque chose qu'elle aimerait recevoir en guise de remerciement, mais Johanna pensait que cela ne valait pas la peine de le faire, elle ne voulait pas que son mari attache trop d'importance à certains papiers. Travis pensait que ces paroles étaient stupides, car comment ne pas attacher une grande importance à une mine de diamants? Il a essayé à plusieurs reprises de soulever cette question, mais la jeune fille a continué à refuser. Chaque fois qu'il essayait de lui offrir même un petit cadeau, il voyait Johanna se faire plaisir, et cela faisait disparaître ses espoirs de faire quelque chose de gentil pour elle. Finalement, Travis est simplement venu voir sa femme et lui a dit d'accepter ses cadeaux. La jeune fille sourit à nouveau et dit qu'elle n'avait besoin de rien et que le duc avait déjà fait beaucoup pour elle dans sa vie passée. Une fois de plus, l'homme a subi une défaite totale. Dans le passé, il lui a offert beaucoup de cadeaux. Chaque lettre était accompagnée d'un petit bibelot, et un jour, Travis a même construit une maison de vacances privée pour la jeune fille. Le duc a refusé toute tentative de récompenser sa générosité, demandant simplement à accepter ses cadeaux sans plus tarder. Maintenant qu'ils avaient changé de place, Johanna avait l'impression d'avoir gagné, car elle s'était enfin vengée de son maître. La fille comprenait qu'il puisse être contrarié, mais elle ne pouvait pas se permettre de lui demander quoi que ce soit après tout ce qu'il avait fait pour elle. Pour elle c'était assez drôle, voir Travis comme ça était très drôle, mais Johanna ne devait pas devenir dépendante de tout ça. Se tournant vers sa femme, le duc dit que de toute sa vie il n'avait jamais reculé au cours d'une bataille. Il voulait dire qu'il n'allait pas faire ça et maintenant, alors que leur conversation était interrompue, un chevalier courut dans la pièce en disant qu'un problème était survenu. Des monstres sont soudainement apparus à l'extérieur et s'ils ne les détruisent pas, ils mettront immédiatement en danger les habitants de la ville. Travis était très mécontent que tout se passe mal. Même sur le champ de bataille avec des monstres, il pensait à ce qu'il pouvait faire pour cette belle fille nommée Johanna. Elle a dit qu'il lui suffisait d'être près de lui, mais le duc n'était pas d'accord avec cela, il croyait que ce n'était pas suffisant du tout. Les chevaliers remarquèrent que l'humeur du maître devenait de plus en plus mauvaise, car au lieu de profiter de la vie des jeunes mariés, il était ici à chasser des monstres. Cela ne pouvait pas durer éternellement, Travis décida que plus tôt il finirait, plus tôt elle pourrait rentrer chez elle et réfléchir, alors il donna l'ordre d'un nettoyage final. Le monsieur a même pensé qu'il serait bon qu'un cadeau pour Johanna lui tombe du ciel. Après avoir donné des instructions au chevalier, il remarqua du coin de l'œil un monstre se précipitant vers lui. Travis a esquivé son agresseur. Les chevaliers se figèrent de stupeur, car le duc coupe généralement immédiatement les monstres en deux parties, mais maintenant il décida simplement d'esquiver, c'était très étrange. Se tournant vers l'armée, le monsieur leur a demandé s'ils pensaient que la fourrure du monstre irait bien avec la couleur rose. C'est alors que les chevaliers comprirent pourquoi le duc avait évité le monstre, parce que sa femme avait les cheveux roses.
Ils ont tous crié d'une seule voix que la couleur de la laine irait parfaitement avec le rose. Les yeux de Travis s'illuminèrent, il allait tuer le monstre sans mettre de sang sur sa fourrure. Joanna a été très surprise lorsqu'elle a reçu un manteau de fourrure en cadeau. Elle n'avait jamais vu un manteau de fourrure d'une telle couleur, le duc dit qu'il était fait de laine de monstre. La jeune fille ne pouvait pas refuser ce cadeau, après tout, son mari avait fait un travail très dur. Après avoir enfilé un manteau de fourrure, Joanna a demandé à son mari à quoi il ressemblait et s'il lui allait. Le duc resta figé un instant, il ne pouvait détacher ses yeux de cette fille. Un peu gêné, il dit fermement qu'il devait tuer une centaine de plus de ces monstres. Joanna essaya de l'arrêter. À ce moment-là, le duc avait l'air très pitoyable, il pensait que sa femme n'aimait pas son cadeau, mais elle aimait vraiment le manteau de fourrure. Cependant, un seul suffisait amplement. Tout était perdu, maintenant la fille commençait à trouver le visage de Travis mignon, elle n'avait même pas eu le temps de comprendre quand elle avait arrêté d'avoir peur de lui. Elle caressa doucement la tête de son mari et promit de porter la chose très soigneusement, car le duc avait fait beaucoup de travail pour éviter d'endommager la fourrure. Travis la regarda dans les yeux et comprit que pour cette personne, il voulait et était prêt à faire tout ce qu'elle voulait. Daphné dit à la dame que le grand-duc avait sensiblement changé depuis son arrivée, et les autres serviteurs voulurent exprimer leur gratitude à la duchesse. Joanna était curieuse de savoir à quoi ressemblait Travis avant, la femme de ménage ne pouvait pas dire qu'il vivait mal, de plus, ils étaient tous bien payés. Il y a eu cependant quelques moments, la famille de Travis est le principal ennemi de la famille impériale, pour se débarrasser de la menace, ils sont allés à l'extrême nord. L'empereur soupçonnait constamment la famille du duc de déloyauté envers l'Empire, il fut donc décidé de tuer tout le monde sauf le plus jeune fils. Ce garçon a échappé aux griffes de l'Empire et a pu retrouver son titre, mais étant isolé des autres, son caractère s'est progressivement détérioré, c'est pourquoi il est devenu connu sous le nom de la Bête du Nord. Joanna ne comprenait pas pourquoi cela se produisait, car Travis avait un caractère merveilleux, il était très gentil et poli, mais il s'est avéré qu'il ne montrait ce côté de son caractère qu'à elle. En fait, le duc détestait tellement les aristocrates que ceux qui lui rendaient visite s'évanouissaient. La jeune fille n'en croyait pas ses oreilles, il s'est avéré que les rumeurs qui circulaient autour de lui étaient vraies. Daphné pensait que Jeanne était la seule personne de l'Empire à remettre en question leur véracité, car la servante devait personnellement emmener 5 nobles. La femme de chambre était contente que tout se passe bien, car en fait, ils étaient très inquiets pour la maîtresse lors de sa visite. Daphné espérait que Joanna traiterait bien leur maître, car ce qu'ils souhaitaient le plus était qu'ils trouvent tous les deux le bonheur. Quoi que fasse Travis, il était très cher aux nordistes, même s'il était plus agréable de travailler pour un maître heureux que pour un maître sombre. La fille ne pouvait même pas penser à une telle chose. Dans sa vie passée, et même dans celle-ci, le duc ne lui avait jamais montré que de la chaleur, elle pensait qu'il avait toujours été comme ça, depuis sa naissance. Elle en savait si peu sur lui, alors elle a décidé d'en apprendre davantage sur Travis auprès d'autres personnes. La dame fut accueillie par un chevalier qui se présenta comme Cani, un chevalier de première division, il voulut lui exprimer sa gratitude, et finalement il eut cette opportunité. Joanna ne comprenait pas de quelle gratitude il s'agissait, il s'est avéré que même les chevaliers ont remarqué que le grand-duc avait beaucoup changé après son apparition. Avant, il semblait qu'il existait simplement, mais maintenant le monsieur avait vraiment l'air heureux. Cani remercia la fille du fond du cœur, il respectait vraiment le grand-duc et était heureux de le voir heureux. Joanna se souvint des paroles de Daphné, elle dit la même chose. Travis n'a jamais parlé de ce qu'il ressentait, mais maintenant la fille commençait à comprendre à quel point il était seul. Elle commença également à comprendre pourquoi il ne faisait jamais passer ses intérêts et ses sentiments en premier. Pour un homme qui avait vécu une vie si difficile, avoir un tel caractère était normal. Souriante, Joanna promit de s'assurer que le duc ne soit plus malheureux. Cani fut très heureux d'entendre ces mots, il demanda à prendre soin de leur grand-duché du Nord, promettant en échange de donner sa vie pour protéger la dame. Travis regardait de côté sa femme rire avec le chevalier, et à ce moment-là, il avait l'impression d'être dehors dans une tempête glaciale. Le duc commença à se reprocher son insignifiance, peu importe ce qu'il voulait faire pour elle, mais il ne savait pas comment se comporter et quoi faire. Tournant son attention vers Travis, Joanna dit qu'il aurait dû lui dire qu'il était là, en fait, elle espérait lui parler. Le monsieur ne répondit pas, à ce moment-là il pensait seulement au fait que ce mariage ne ferait que nuire à la jeune fille. Il pensait même qu'il n'était pas trop tard pour trouver quelqu'un de plus approprié pour elle. Joanna ne comprenait pas ce qui se passait et pourquoi son mari avait l'air si malheureux, elle a essayé de le rattraper pour savoir ce qui s'était passé. Cependant, elle n'a pas pu le rattraper et est tombée d'épuisement. À ce moment précis, Travis a couru vers elle, lui tendant la main, il s'est excusé, disant qu'il ne voulait pas causer de gêne à la fille.
Johanna a admis qu'elle ne comprenait absolument pas pourquoi le duc essayait de l'éviter par tous les moyens possibles. Elle l'a attrapé par la chemise et lui a demandé pourquoi il s'enfuyait, car s'il y avait des problèmes, il pourrait en parler. Travis considérait cela comme une stupidité qui ne méritait pas l'attention de la dame. Johanna a suggéré que le duc se sentait en insécurité après l'avoir vu parler au chevalier et pensait que leur mariage ne pouvait que lui nuire, mais il n'avait pas le courage de l'admettre. Le monsieur fut pris de court. À ce moment-là, il lui sembla que la jeune fille pouvait lire dans les pensées. La dame dit qu'elle avait parlé de lui avec Cani, le chevalier lui avait dit comment était le gentilhomme avant et combien il avait changé depuis son arrivée. Travis réalisa que maintenant Johanna savait à quel point il ne valait rien. Il ne se considérait comme rien d'autre qu'un imbécile qui ne parvenait pas à sortir de sa zone de confort et qui ne savait pas s'exprimer autrement que par la colère. Le duc ne savait toujours pas comment traiter la jeune fille. Jusqu'à présent il avait pu vivre selon les leçons d'étiquette qu'il avait reçues étant enfant, et de plus, il savait à quel point il avait l'air horrible. Johanna lui a demandé d'arrêter. Elle a doucement pris son visage dans ses mains et s'est rapprochée de lui. Elle repoussa ensuite Travis brusquement et dit qu'elle était fatiguée d'entendre la même chose encore et encore. Quand on y pense, elle était la même personne que le duc. Elle a vécu 2 vies et elles se sont terminées sans succès, ce qui signifie que Johanna est beaucoup plus âgée que le duc, et comme il est 3 fois plus jeune qu'elle, elle n'a aucune honte du tout. La fille espérait qu'après ces mots, les défauts de Travis ne lui sembleraient pas si terribles, car ils avaient décidé de devenir amis non pas pour se fatiguer pour de telles bagatelles. De plus, Johanna a dit que tous les hommes du duc lui avaient demandé de prendre soin de lui. S'il était une personne si terrible, demanderait-il une telle chose? Elle a ordonné à Travis d'arrêter de s'apitoyer sur son sort. La fille a entendu ce qui lui est arrivé dans le passé et cela ne changera pas son attitude envers lui. Johanna a demandé à prendre sa main si le duc ne voulait pas passer toute la journée sur le sol. Après qu'il l'eut écouté docilement, la jeune fille lui suggéra d'aller faire une promenade ensemble. La fille ne savait pas quoi faire, car il semblait que Travis s'attachait beaucoup à elle. Le duc avait une expression sur son visage qui montrait à quel point il l'aimait, mais il n'avait absolument aucune idée de comment se comporter correctement. Bien sûr, Johanna remarquait tout, mais elle-même était tombée dans le cliché de la bienfaitrice sauveuse. La jeune fille ne comprenait pas comment un homme d'apparence aussi forte pouvait se laisser vaincre par quelques mots seulement. Elle n'aimait pas son caractère faible. Elle ne pouvait pas supporter de voir sa précieuse amie dans un état aussi terrible, mais en même temps, elle se demandait si elle-même était responsable de tout et si elle devrait maintenant en assumer la responsabilité. En tout cas, elle ne pouvait toujours pas lui répondre maintenant. Travis a demandé à sa femme de ne pas s'inquiéter, en lui disant que peu importe ce qu'il ressentait, si cela la mettait mal à l'aise, elle pouvait simplement faire semblant de ne pas le remarquer. Le duc détestait être un fardeau pour cette fille. Johanna se figea, craignant que son compagnon puisse lire dans les pensées, mais il ne pouvait pas le faire, il supposait seulement que cela pourrait la déranger. Travis a admis que la fille lui avait déjà trop donné et qu'il ne pouvait pas demander ou attendre plus d'elle. Il parlait comme si cela ne le dérangeait pas du tout. Même si Johanna lui avait dit à quel point elle tenait à lui, elle était trop consumée par les blessures de son passé pour soutenir son mari. La jeune fille se reprochait d'être hypocrite car elle se plaignait constamment du comportement du duc. En lui serrant doucement la main, Travis lui a demandé de ne pas la traiter d'hypocrite, ajoutant que ses paroles n'étaient pas un soupçon de stupidité. Il ne voulait pas que Johanna s'épuise à s'inquiéter de tout cela, il se considérait désormais comme un homme heureux et il ne voulait pas être la cause de ses regrets. Avant que la fille puisse lui répondre, elle découvrit que son pied était coincé dans la neige. Elle sourit et s'excusa d'avoir gâché le moment, mais elle ne pouvait pas atteindre sa jambe et il y avait de la neige dans ses bottes, et Johanna demanda de l'aide. Après s'être excusée à l'avance, Travis est allé chercher sa femme. La jeune fille se mit à crier que le duc ne devait pas faire cela et qu'il devait la remettre debout, car elle pouvait marcher toute seule, mais l'homme fit semblant de ne pas remarquer son indignation. En s'approchant du palais, il a dit qu'il y avait trop de neige dehors aujourd'hui, donc la meilleure idée serait d'entrer à l'intérieur. Après avoir assis sa femme près de la cheminée, Travis lui dit qu'elle devait se réchauffer et qu'il irait préparer de l'eau chaude. Lorsque l'eau fut prête, le duc y plaça soigneusement les pieds de la dame et commença à verser de l'eau dessus pour qu'il se réchauffe plus rapidement. Johanna se sentit incroyablement mal à l'aise, elle dit qu'elle pouvait le faire elle-même, mais le duc était persistant, il savait à quel point la fille supportait mal le froid, alors il voulait au moins faire quelque chose de gentil et d'utile pour elle. La dame accepta silencieusement ses soins, même si elle comprenait parfaitement qu'il ne s'agissait que de neige et qu'il n'y avait pas besoin de soins excessifs. Travis a demandé à sa femme de s'adosser à la chaise et de se détendre pendant qu'il lui faisait un massage. Johanna n'a pas pu refuser, il s'est donc avéré qu'il avait gagné. La jeune fille remarqua ses mains, qui étaient toutes couvertes de callosité, et lui demanda si elle causait une gêne au duc.
Quand il la regarda d'un air absent, Johanna expliqua qu'elle voulait dire que Travis avait travaillé dur. Elle se plaignait toujours de la difficulté de sa vie, mais comparée à celle du duc, les histoires sur sa vie semblaient amusantes. En montrant sa main, la jeune fille a dit qu'elle était pratiquement parfaite, sans coupure ni callosité. Travis croyait que toutes les blessures ne se voient pas à l'extérieur. Il ne pouvait même pas imaginer ce que cela ferait de vivre 2 fois l'expérience de la mort. Une personne ordinaire ne serait clairement pas capable de faire face à une telle situation. Johanna n'a pas abandonné, mais au contraire, elle a continué à se battre. Même les guerriers les plus forts auraient du mal à surmonter ce que la fille avait traversé, alors Travis lui a demandé de ne pas se sous-estimer ni sa vie, croyant que la fille ne devrait pas être déçue d'elle-même. Remarquant son expression, le duc eut peur d'avoir dit quelque chose de mal, mais en fait, après ces paroles, Johanna commença à se sentir beaucoup mieux. Elle ne s'attendait pas à ce que quelqu'un soit aussi compréhensif. Travis avait raison, la fille avait traversé beaucoup d'épreuves mais était toujours là et elle devrait être fière d'elle-même. Johanna prit doucement le visage du duc dans ses mains et lui demanda d'attendre, promettant qu'elle surmonterait tout cela très bientôt. Lui disant qu'elle l'aimait vraiment, elle l'embrassa sur le front, sachant qu'un jour elle pourrait lui rendre l'appareil. À ce moment précis, Travis lui saisit le front et lui demanda nerveusement ce qu'elle faisait. Cette réaction amusa Johanna. Quel garçon était le duc? En le regardant dans les yeux, la fille lui suggéra qu'il pourrait devenir un bon couple. Des rumeurs se répandaient dans la ville selon lesquelles le duc bestial du Nord s'était marié, et tout le monde était curieux de savoir qui était la folle qui l'avait épousé. Personne ne savait vraiment rien de la femme du duc, seulement qu'elle était anormale, puisqu'elle avait déjà plus de 20 ans et qu'elle n'était jamais apparue dans la haute société. Les gens considéraient Johanna comme une honte pour la famille, une folle fille du Sud qui avait épousé un duc bestial du Nord. Avec cette description, il semblait être le couple parfait. En entendant des rumeurs sur sa fille, le baron Myrto a qualifié sa fille de fille stupide qui ne se contentait pas de s'enfuir, alors elle a décidé d'épouser une bête du Nord. La mère de Johanna ne comprenait pas s'il était nécessaire de se rendre d'urgence dans le Nord, puisque leur fille n'était plus une enfant. Margot Myrto croyait que si les ragots concernaient son mari, il n'était pas trop tard pour convaincre sa fille de rentrer à la maison avec une lettre. Le baron a essayé de faire comprendre à sa femme qu'il ne se souciait pas de quelques ragots stupides, le fait est que de tous les hommes nobles, elle a choisi le grand-duc Travis. Il s'est avéré que le gentilhomme lui-même avait été témoin du comportement bestial du duc. Il a vu de ses propres yeux comment Travis s'est mis en colère, brisant tout ce qui lui tombait sous la main. Tout le monde là-bas était tellement effrayé que personne ne se souvenait plus de cette nuit-là. Madame Margot n'en croyait pas ses oreilles, car si tout cela s'était passé dans le palais impérial, le duc aurait tout simplement été traîné en prison, mais il s'est avéré que l'empereur trouvait cela drôle. Ce jour-là, Sa Majesté a déclaré qu'il aurait dû réfléchir à 2 fois avant d'inviter la bête à un événement humain, ajoutant que le grand-duc ne devrait pas hésiter à décliner toute future invitation. C'est à partir de ce moment-là que Travis ne quitta plus le Nord. Le baron ne comprenait pas du tout ce qui poussait sa fille à épouser un tel homme, mais il ne pouvait ignorer le fait qu'elle pouvait être en grave danger. Margot comprit qu'il devait se préparer à un bain de sang. Il semblait que les parents de Johanna étaient en route pour sauver la pauvre fille qui avait été enfermée par un méchant. Lorsque la jeune fille a vu ses parents, elle s'est figée de surprise. Le duc s'est immédiatement excusé de ne pas les avoir salués correctement, invoquant le fait qu'il n'avait pas eu beaucoup de temps pour se préparer. Le baron et la baronne restèrent tout simplement figés de surprise, car tout était complètement différent de ce qu'ils avaient imaginé. Le grand-duc Travis traitait sa femme comme une princesse. Il s'avère qu'il n'était pas nécessaire de venir. Margot ne pouvait pas croire que son mari se laissait emporter ainsi, mais elle ne savait même pas quoi lui répondre. Le duc espérait qu'il n'était pas trop présomptueux de sa part de demander à ses invités les raisons de leur voyage vers le nord. La baronne a décidé d'être franche et a dit qu'ils étaient inquiets pour leur fille. Son mari a essayé de l'arrêter, car elle semblait très dure. La mère croyait que sa fille avait toujours été une enfant faible. Elle et son père furent choqués lorsqu'elle disparut, et plus tard ils apprirent que Johanna était ici, dans le froid du Nord. Les parents avaient clairement changé. Selon l'intrigue du roman et dans sa vie passée, Myrto ne prêtait aucune attention à sa fille. C'était peut-être la première fois qu'ils avaient une conversation aussi longue. La fille a décidé de demander à ses parents s'ils ne se souciaient pas d'elle, puisqu'ils ne s'étaient jamais intéressés à ce qu'elle faisait. Le baron ne comprenait pas comment sa fille osait dire une chose pareille, car depuis sa naissance elle était souvent malade, et lui et sa femme ne dormaient pas la nuit, craignant qu'il puisse arriver quelque chose à leur fille. Le monsieur dit d'une voix forte qu'il n'avait pas prêté attention à toutes ces rumeurs selon lesquelles sa fille adulte ne pouvait pas sortir dans la société, et maintenant elle était assise devant lui et pensait qu'il ne se souciait pas du tout qu'elle ait épousé une bête sauvage. Travis a conclu que ces messieurs étaient venus ici pour reprendre leur fille parce qu'ils ne l'aimaient pas du tout.
Le baron se couvrit immédiatement la bouche avec ses mains et commença à s'excuser, essayant d'expliquer qu'il ne voulait pas du tout dire ça. C'était un échec, d'appeler son gendre une bête, il y avait une possibilité de mourir ici même. Travis a demandé à l'homme de ne pas s'inquiéter de ses sentiments et de parler comme il se sentait à l'aise, il était déjà habitué à être appelé ainsi. Johanna pensait que son mari était trop indulgent, il ne pensait pas pouvoir se plaindre puisqu'il avait lui-même créé cette image. De plus, comme le père de sa femme était assis en face de lui, il fallut attendre longtemps avant qu'il ne devienne son gendre. La baronne regarda son mari avec un visage mécontent, il s'évanouit sur sa chaise. Margot n'allait pas prêter attention à ce vieil homme, elle voulait entendre comment ces deux-là s'étaient mariés, car pour autant qu'elle le sache, ils ne s'étaient jamais rencontrés auparavant. Comme Johanna ne pouvait rien dire, elle a seulement dit qu'elles étaient restées en contact dans le passé, mais la femme ne la croyait clairement pas. Puis la fille a dit qu'ils s'étaient rencontrés lors d'un voyage et étaient tombés amoureux au premier regard, mais Margot voulait entendre la vérité, ou du moins un mensonge plausible. Elle savait que sa fille préférait les beaux hommes qui grandissaient dans un endroit chaud. Johanna a commencé à crier à Travis de ne pas l'écouter, elle ne comprenait pas comment sa mère pouvait dire de telles choses devant son mari. En tout cas, Margot n'allait pas forcer sa fille à dire la vérité si elle-même ne le voulait pas, elle n'allait pas dicter à sa fille adulte comment vivre, mais elle attendait au moins des informations sur le mariage. La femme ne comprenait pas comment Johanna avait pu permettre que cette nouvelle vienne de quelqu'un d'autre qu'elle-même. La fille s'est excusée, elle a vraiment fait quelque chose de mal, elle pensait juste que sa relation avec ses parents serait la même que dans sa vie passée, elle ne s'attendait pas à ce qu'ils s'en soucient. La baronne a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de s'excuser, qu'elle et son père étaient également à blâmer, car ils n'avaient pas réussi à montrer correctement leurs sentiments pour leur fille. D'ailleurs, Johanna vivait bien ici, et cela ne pouvait que plaire à sa mère. La fille prit doucement la main de Travis et confirma qu'elle était très à l'aise ici. Elle a admis que tout cela était grâce à son mari. La baronne était heureuse d'entendre cela, elle pouvait dire avec confiance que le duc et sa femme semblaient être un couple très heureux. Cependant, le père têtu de Johanna aurait besoin de temps pour revenir à la raison, alors la femme a demandé la permission de rester quelques jours. La fille était très surprise par ses parents, elle ne pouvait même pas imaginer qu'ils penseraient à venir ici. Elle était désolée d'avoir mis le duc dans une position aussi délicate, Travis, au contraire, était content, après tout, il devait rencontrer les parents de sa femme un jour. Bien qu'il lui semblait que le baron ne l'aimait pas, Johanna s'excusa une fois de plus auprès de son père, mais pour le duc, ce n'était pas nécessaire, au contraire, il pensait qu'il devait faire plus d'efforts. Une chose l'intéressait, son père avait mentionné que la fille était souvent malade lorsqu'elle était enfant, mais il n'avait jamais rien entendu de tel de sa part. Comparé à ses vies passées, son corps actuel était beaucoup plus faible, tout cela parce que les âmes de ses vies antérieures étaient stockées dans son corps actuel. De plus, lorsque le souhait de réincarnation promis par Dieu fut exaucé, presque toute sa sainte protection qui l'avait protégée disparut. Johanna n'avait aucune idée que cela pouvait amener ses parents à s'inquiéter à son sujet bien plus qu'ils ne le faisaient déjà. La fille a demandé au duc d'arrêter de la regarder comme ça, c'est pourquoi elle ne lui en avait pas parlé avant, maintenant elle était en parfaite santé. La dame a essayé d'expliquer que les choses n'étaient pas aussi mauvaises que Travis aurait pu l'imaginer. Elle a pu le supporter en pensant aux lettres qu'ils avaient autrefois échangées. Donc, d'une certaine manière, c'est le duc qui a aidé Johanna à traverser cette épreuve. Elle était un peu gênée, pensant qu'elle aurait pu être la seule personne si proche de Travis, si ce n'était pas à cause de sa blessure, peut-être qu'elle lui aurait proposé un vrai mariage. Ces mots embarrassèrent grandement le duc, il dit à peine à haute voix qu'il n'était pas un homme élevé dans une serre, Johanna lui demanda d'oublier ces mots pour toujours. Quoi qu'il en soit, cela ne changeait pas le fait que le duc était désormais son mari, mais elle ajouta que s'il n'aimait pas ça, il pourrait divorcer. Travis ne permettrait jamais que cela arrive, il était aux anges qu'un homme comme lui puisse aider la fille. En la serrant doucement dans ses bras, il lui avoua qu'à partir de maintenant il aimerait être son soutien. Johanna considérait cela comme un honneur, mais avant cela, il devait se concentrer sur le fait de plaire à son père. Travis n'était pas sûr de pouvoir convaincre le baron avec une bonne attitude, au contraire, cela pourrait avoir l'effet inverse, sa femme était d'accord avec lui. Comme le père était venu s'assurer que sa fille allait bien, la fille lui a proposé de lui montrer cela afin qu'il ne s'inquiète de rien. En d'autres termes, ils avaient besoin d'aller à un rendez-vous. En tout cas, le duc aimait cette méthode, mais il n'était pas sûr qu'elle puisse fonctionner. Johanna gloussa, elle ne savait pas si c'était un bon plan, mais dans tous les cas, c'était un bon signe que son père les suivait au lieu de les éviter. Le baron Myrto était sûr que le duc trompait sa fille, mais cela ne marcherait pas avec lui. L'homme était impatient de voir le vrai visage de Travis et était sûr qu'il le montrerait bientôt. La baronne trouva son mari en train de surveiller les enfants et lui demanda combien de temps il allait continuer à s'amuser, mais l'homme ne lui prêta aucune attention.
Margot rigola en disant que tout cela était inutile, car il parlait d'un homme habitué à chasser et à tuer des monstres féroces. Il avait visiblement déjà remarqué l'amateur qui essayait de le suivre. Travis entendit parfaitement leur conversation, mais fit de son mieux pour faire comme s'il ne l'avait pas remarqué. La baronne se lassa de ces jeux et interpella les jeunes mariés en leur faisant signe de la main que le temps était magnifique dehors aujourd'hui. La surveillance du duc étant infructueuse, le baron Myrto décide de changer de stratégie. L'homme remarqua des serviteurs dans le couloir qui chuchotaient à propos de quelque chose. Il parvint seulement à entendre que le grand-duc avait ordonné que quelque chose soit fait pour que cela ne soit pas découvert. Le baron était ravi, mais il décida de suivre les serviteurs pour tout savoir, mais la pièce était trop sombre pour voir clairement que les ouvriers déplaçaient quelque chose. Christopher a rapporté que tous les préparatifs étaient terminés, le duc l'a félicité, mais a déclaré qu'ils avaient un problème. Le problème était que quelque chose les observait. En découvrant le baron, Travis a dit que cela avait été gardé secret même pour Johanna, et qu'il ne s'attendait pas à voir son beau-père ici. L'homme avait déjà dit au revoir à la vie, mais tout s'est passé complètement différemment, le duc n'avait d'autre choix que de montrer ce qu'il avait préparé. Le baron se figea de surprise, une salle de banquet apparut devant lui. En fait, Travis voulait secrètement préparer un somptueux dîner de famille pour les parents de sa femme, et il était très désolé que son beau-père l'ait découvert. Daphné sourit et dit qu'en fait elle et le majordome avaient amené le monsieur ici exprès, car il pensait qu'il serait préférable d'éradiquer tout malentendu, car le maître semblait préoccupé par l'espionnage constant du baron. Le père de Johanna était surpris que le duc ne soit pas en colère contre lui. Après tout, pendant tout ce temps, il soupçonnait le gentleman de quelque chose de terrible et avait même dépassé les bornes, ou peut-être que Travis n'avait pas pris au sérieux un baron aussi impuissant. Le duc ne pouvait nier qu'il ne s'était pas montré sous son meilleur jour dans la haute société, aussi la prudence de M. Myrto à son égard était-elle entièrement justifiée. Après tout, Travis avait fait plus que suffisamment dans le passé pour mériter de tels soupçons. De plus, savoir que sa femme avait une famille qui se souciait profondément de son bien-être lui réchauffait grandement le cœur. Après ces mots, le baron comprit que le duc était vraiment sérieux au sujet de sa fille. Sa fille n'a jamais pu apparaître dans la haute société, son corps était si faible qu'elle passait tout son temps à la maison et rencontrait rarement les autres. Des rumeurs ont commencé à se répandre autour d'elle selon lesquelles elle était anormale, une honte pour la famille. Cependant, la famille de Myrto n'avait pas beaucoup d'influence ou de pouvoir, donc il ne pouvait rien y faire. Le baron avait une demande à faire à son gendre, s'il devait organiser un banquet, qu'il le rende mémorable. Travis a promis de faire tout ce qu'il pouvait pour rendre l'événement grandiose, il espérait pouvoir offrir à sa femme un banquet qui rendrait ses parents fiers. Le baron eut le courage de demander une faveur supplémentaire à son gendre, il se mit à crier vivement au duc de faire quelque chose à propos de son apparence négligée. Lorsque Daphné s'approcha de la dame pour lui parler du banquet, Johanna ne comprit pas ce qui se passait, puisque son mari ne lui en avait rien dit, mais il s'avéra que c'était une surprise pour elle. La fille pensait qu'il se passait quelque chose lorsque Travis a soudainement disparu, mais il s'est avéré qu'il avait réussi à organiser un tel événement dans son dos. Johanna a décidé qu'elle devait avoir une apparence décente au banquet, elle a mis une très belle robe, elle n'avait pas porté quelque chose comme ça depuis longtemps. Travis s'est approché de la fille et lui a dit qu'il avait prévu de sortir avec elle, mais ils lui ont fait changer de vêtements, il n'avait jamais porté quelque chose comme ça auparavant, alors il était inquiet. Johanna ne pouvait pas quitter son mari des yeux, elle n'aurait jamais pensé qu'il pouvait être aussi beau. Elle l'a complimenté parce que ses vêtements lui allaient vraiment très bien et Travis était extrêmement attirant dedans. Le duc rigola et demanda s'il ressemblait maintenant à un homme qui avait grandi dans une serre. La baronne fut ravie lorsque les héros de l'occasion apparurent enfin, car il semblait qu'ils ne viendraient jamais. Johanna fut surprise de voir un grand nombre d'invités dans la salle, mais le duc invita également des chevaliers et des serviteurs, car cela faisait longtemps que le dernier banquet n'avait pas eu lieu ici. Travis a avoué à sa femme qu'il avait organisé tout cela uniquement pour elle, il préférait donc que l'événement soit grandiose, de plus, il n'avait pas eu de cérémonie de mariage, et à cause de cela, des malentendus pouvaient survenir. Plus important encore, le duc voulait que sa femme comprenne à quel point il tenait à elle, ce qui était très important pour lui. Johanna sourit et dit qu'il semblait que Travis avait parfois besoin de penser un peu à lui-même. La jeune fille lui tendit la main en lui disant qu'elle n'était pas allée à un banquet depuis longtemps et qu'elle aimerait vraiment danser. Le duc se figea, il ne s'attendait pas à devoir danser aujourd'hui. Prenant sa main, Travis ne la toucha même pas avec ses lèvres, chaque fois que Johanna voyait sa prudence à son égard, une partie d'elle se sentait heureuse. Les deux devinrent très proches l'un de l'autre, et le duc demanda à nouveau à sa dame s'il pouvait l'inviter à danser. C'est incroyable que lorsque la fille l'a vu pour la première fois, elle n'avait aucune idée qu'un jour il danserait. En le regardant maintenant,
Ils étaient déjà devenus plus que de simples amis, ils ressemblaient à un vrai couple. Le baron ne pouvait retenir ses larmes, il regardait sa fille danser avec un tel sourire aux lèvres, il lui semblait que ce jour n'arriverait jamais, tandis que sa femme pensait que son mari avait l'air stupide maintenant. En fait, elle était également très heureuse de voir sa fille heureuse. Aujourd'hui était une journée merveilleuse. Travis était très content que sa femme ait tout aimé, Joanna supposait que son mari avait travaillé dur pour tout préparer. Les parents de la fille sont rentrés chez eux heureux. Joanna a dit que ce serait génial s'ils pouvaient s'amuser comme ça plus souvent, et c'était aussi très agréable de voir le duc si bien habillé. La fille prit son visage, le regarda dans les yeux et dit qu'il était un homme plutôt attirant. Elle se demandait s'il y avait une raison pour laquelle il ne se rasait pas la barbe, car sans cela il n'aurait pas l'air si féroce, mais Travis avait certaines circonstances. Il avait le sang de la famille impériale dans ses veines, c'est pourquoi il était constamment soumis à des tests et à des menaces politiques, et on lui disait constamment ce qu'il devait faire. Quand Travis était très jeune, il a été attaqué par un monstre et a laissé une cicatrice sur son visage. Depuis lors, l'attention portée à lui a sensiblement diminué, c'est alors qu'il a remarqué à quel point l'apparence d'une personne peut signifier parmi les aristocrates. À partir de ce moment, le duc prit soin de ne pas être considéré comme un noble et fit clairement comprendre combien il avait peu d'ambition et d'intérêt pour la politique. Ces nobles dans leurs demeures étincelantes voulaient que le seigneur ne soit rien de plus qu'une bête sauvage qui tuait des monstres, et il a décidé d'être à la hauteur de leurs attentes. Dans son expression cruelle, Joanna sentait un poids insupportable. Elle vit également qu'elle était désormais l'une des choses qui lui étaient chères, et cela la faisait se sentir en sécurité. Il n'est pas nécessaire de dissiper la magie qui lie la bête, car la réalité n'est pas un conte de fées. Joanna serra fort son mari dans ses bras et lui dit qu'elle voulait juste qu'il sache qu'il n'avait pas à porter ce fardeau seul. Dans l'intrigue du roman, Travis jouait un rôle mineur, n'était jamais vu, et son seul objectif était d'entrer dans la lutte pour le trône et de devenir une épine dans le pied. Joanna voulait qu'il sache qu'il pouvait compter sur elle, cet homme est devenu le personnage principal de son histoire. Même si c'était un mariage sur papier, elle était toujours sa femme et voulait le protéger ainsi que l'endroit où il avait grandi. Peu importe à quel point le duc pouvait paraître impoli de l'extérieur, il était l'homme avec qui Joanna voulait trouver le bonheur. Travis serra fort sa femme dans ses bras et lui dit qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait ici et que si quelqu'un essayait de lui faire du mal, il le ferait supplier pour la mort, cette fois il allait défendre son bonheur jusqu'au bout. L'Empire ne comprenait pas le sens de tout cela, il supposait que le duc cherchait le mariage pour étendre son pouvoir et son influence, mais il choisit la fille de la famille Myrto. Non seulement leur famille était banale, mais la jeune fille elle-même était très faible, et les grands seigneurs pensaient qu'ils ne devaient pas s'inquiéter de la naissance d'un héritier. Apparemment, ils croyaient que la bête n'avait pas l'intention de prendre le pouvoir, mais dans ce cas, ils ne comprenaient pas pourquoi il gaspillait de l'énergie sur tout cela. Il était important de se rappeler que Travis avait du sang impérial dans ses veines, il serait donc au moins sage de rester sur ses gardes, et à partir de ce moment, l'Empire décida de garder un œil sur le duc. Joanna a frappé à la porte du bureau de son mari pour lui dire quelque chose. Remarquant son visage, la fille lui demanda depuis quand il portait des lunettes. Il se rendit compte qu'il ne les avait jamais portées devant sa femme. Parfois, le duc utilisait des lunettes s'il devait beaucoup lire. Sans réfléchir à ce qu'elle disait, Joanna a demandé si c'était à cause de l'âge. Travis a commencé à crier qu'il n'était pas encore si vieux, qu'il prenait juste soin de sa santé. La jeune fille rit, se moquant de lui parce qu'il était encore dans la fleur de l'âge. Finalement, Joanna se rappela pourquoi elle était venue, elle était curieuse de savoir s'il y avait des nobles qui avaient dérangé le maître ces derniers temps, alors que la nouvelle du mariage se répandait, elle s'attendait à ce qu'elle attire l'attention de plusieurs personnes. C'est pour cette raison que Travis est devenu plus inquiet, peu importe à quel point il dit clairement qu'il n'a aucun intérêt pour le pouvoir, tant qu'il y aura du sang impérial dans ses veines, ils garderont toujours un œil sur lui. La jeune fille a immédiatement tourné l'attention sur elle-même, indiquant que dans ce cas, son mari était trop occupé pour passer du temps avec elle. Pendant un instant, le monsieur resta figé, puis promit aussitôt de finir son affaire immédiatement, mais il ne savait pas mentir, et Joanna le vit. En fait, elle ne voulait pas interférer avec son travail, mais le moment était venu de montrer de quoi la fille était capable, elle s'excusa auprès de Travis et s'assit sur ses genoux. Alors que le duc était complètement déconcerté et confus, Joanna essayait de comprendre qui causait tant de problèmes à son mari. Le monsieur réussit néanmoins à lui dire qu'il allait maintenant lui chercher une chaise, la jeune fille le regarda avec étonnement et lui demanda si elle était vraiment si lourde. Sans attendre de réponse, Joanna dit que tout allait bien, et d'ailleurs, il était temps de s'habituer à elle, ils étaient mariés après tout. Après avoir étudié les documents, la jeune fille le savait, tous les noms lui étaient familiers. Elle a vu tout ce qu'elle avait besoin de voir. Joanna se demandait ce qu'elle devait faire à propos de ces mouches embêtantes,
avec un air de joie sur son visage, elle a demandé à Travis s'il voulait qu'elle et leurs 3 générations suivantes fassent faillite. Il faudrait un peu de temps pour rendre leur implication moins évidente, quelques mois devraient suffire, il ne restait plus qu'à obtenir le consentement du duc. Le monsieur pensait qu'il n'y avait pas besoin de cela, mais pour la fille, il y avait une nuance, beaucoup de ces salauds l'ont poignardé dans le dos dans sa vie passée, et ce serait le karma pour ce qu'ils ont fait. Dès que Travis entendit cela, son visage changea immédiatement et il déclara qu'il rassemblerait immédiatement ses chevaliers et effacerait ces personnes des pages de l'histoire. Joanna a essayé de le rassurer en lui disant que même si cela pouvait réconforter son mari, personne ne continuerait à croire qu'il ne s'intéressait pas à la politique et qu'il serait bientôt enfermé en prison, donc cela valait la peine d'agir en secret. Le duc pensait toujours que la faillite était trop généreuse pour de telles personnes. La fille ne le pensait pas, au contraire, la mort serait une punition trop facile pour eux, au lieu de cela, elle préférerait qu'ils vivent en enfer le plus longtemps possible. À ce stade, Travis a décidé de laisser le problème à sa femme et d'arrêter de s'inquiéter pour des broutilles. L'attention de Joanna fut attirée par un document avec une écriture horrible ou même juste des gribouillis. Il s'est avéré qu'il s'agissait de l'écriture officielle du duc. Bien sûr, une bête ne devrait pas être capable d'écrire élégamment, alors il écrivait délibérément comme ça chaque fois qu'il envoyait des documents officiels. La fille n'en croyait pas ses yeux, car les lettres qui lui étaient adressées étaient écrites très soigneusement, il semblait que le Travis du passé lui faisait beaucoup confiance. Personne en dehors du château n'a jamais vu sa véritable écriture. Cela n'est même jamais venu à l'esprit de Joanna, bien sûr elle avait remarqué à quel point l'écriture du duc était belle, mais elle n'aurait jamais pensé que c'était un symbole de sa confiance en elle. Elle serra tendrement son mari dans ses bras et dit qu'elle était très heureuse de l'entendre, lui demandant si cela signifiait qu'il pensait qu'elle était spéciale. Travis l'a confirmé, car il considérait toujours cette fille comme spéciale. Il n'a jamais écrit à Joanna avec une écriture manuscrite formelle. Maintenant qu'il parlait de lettres, il y avait une chose qui intéressait Travis. Si le prince héritier Édouard était si possessif envers sa maîtresse, n'est-il pas étrange qu'elle ait pu entretenir une amitié pendant 5 ans sans son intervention? Les explications de Joanna auraient pu blesser les sentiments du duc, mais le prince ne pouvait tout simplement pas l'imaginer comme une quelconque menace pour lui-même. Sa Majesté croyait que l'amitié avec la bête du Nord montrait la miséricorde de la jeune fille, dans son arrogance et sa condescendance, il ne considérait pas Travis même proche de son égal. La jeune fille se reprochait de ne pas avoir quitté ce scélérat à ce moment précis, elle était si jeune et naïve, qu'elle croyait que tout le monde change tôt ou tard. On frappa à la porte du bureau du duc et on annonça qu'un invité était arrivé. C'était un prêtre, l'homme était très heureux de voir le duc en bonne santé. Travis a appelé le prêtre spécifiquement pour discuter de quelque chose avec lui. Remarquant Joanna, qui était toujours assise sur les genoux du monsieur, l'homme fut embarrassé et dit qu'il attendrait dehors, mais le duc l'en empêcha. Il voulait voir le prêtre à cause de sa femme. Après que Travis ait entendu à quel point la fille était mauvaise étant enfant, cela ne pouvait pas lui sortir de la tête, ce prêtre était la personne qui vérifiait les lettres, afin que Joanna puisse lui faire confiance en toute sécurité. L'homme inclina la tête devant la jeune fille, c'était pour lui un grand honneur de rencontrer cette étrangère des lettres. Joanna était ravie d'annoncer que, grâce à la lecture des lettres par sa seigneurie, elle avait pu épouser son cher Travis sans aucun problème. En étendant sa main vers la tête de la jeune fille, le prêtre dit qu'il n'avait pas ressenti de puissance sacrée depuis très longtemps, comme s'il était de nouveau chez lui, si chaud. Il y avait une force spéciale dans la dame, il y avait des traces inhabituellement fortes de la sainte bénédiction. À en juger par la taille énorme de son âme, la jeune fille a dû beaucoup souffrir lorsqu'elle était enfant. Le prêtre assura au duc qu'il n'avait pas à s'inquiéter, à part sa faible endurance, Joanna était un modèle de santé. Même s'il considérait comme essentiel que les deux soient souvent physiquement intimes. Le prêtre n'avait jamais rien vécu de tel auparavant, il lui était donc difficile de l'expliquer, mais il semblait que si les deux étaient proches, la sainte bénédiction serait progressivement rétablie. Joanna s'est rapprochée de son mari et lui a demandé si cette proximité était suffisante. L'homme a dit que la différence était perceptible, même s'il ne comprenait pas comment un tel phénomène pouvait se produire. La jeune fille a suggéré que cela pourrait être dû aux pensées qu'elle avait eues avant de faire son vœu. Avant de demander une autre chance, elle regrettait de ne jamais être sortie avec Travis. Le duc rougit sensiblement, même si sa femme le lui avait dit plus tôt. Il était difficile pour le prêtre de le dire avec certitude, mais il semblait que la théorie était vraie, et pour l'instant il devait continuer à surveiller ce qui se passait. Il a demandé à Travis la permission de rendre visite à la duchesse et de l'examiner plus souvent. Joanna pensait que si la sainte bénédiction était restaurée, elle serait capable de faire plus que ce qu'elle pouvait faire maintenant. Le travail d'aujourd'hui était terminé, maintenant la fille allait mettre le plan en action. Grâce à leur travail d'équipe, ils ont réussi à le faire en un rien de temps,
Travis était un véritable génie de l'organisation. Grâce à l'éducation continue que le duc a reçue étant enfant, il était capable de faire face à de telles choses même pendant son sommeil. Grâce à leurs efforts communs, le couple disposait désormais d'une journée entière de temps libre. Travis a suggéré qu'ils aillent se promener. Joanna voulait faire un tour du domaine, elle n'avait jamais quitté le château depuis son arrivée ici, elle aimerait vraiment tout voir. Tournant son attention vers son mari, elle lui demanda s'il devait vraiment s'habiller comme ça, puisqu'il portait même une épée avec lui. Travis a déclaré qu'il y a des cas où les monstres attaquent directement les villages, bien que des garnisons soient déployées partout pour les tenir à l'écart, ce n'est pas une raison pour être négligent. Dans ce cas, Joanna suggéra qu'elle devrait également s'armer, mais le duc répondit que ce n'était pas nécessaire. Tant qu'elle était avec lui, elle n'avait rien à craindre. C'était la première fois que la fille voyait Travis sourire comme ça. C'était la première fois qu'elle voyait le duc aussi sûr de lui, mais il croyait que ce n'était pas de la confiance, mais simplement une déclaration de fait, car il était toujours en vie parce qu'il n'avait jamais perdu. Le gentleman avait de nombreuses cicatrices à montrer en raison de son expérience, mais à la fin, il gagnait toujours. Si jamais le Nord était perdu, ce ne serait pas sans combattre, alors il voulait montrer à Joanna cette terre qu'il avait gardée en sécurité. C'était aussi sa terre, sa maison. La jeune fille comprit que son mari avait traversé beaucoup d'épreuves pour protéger à lui seul cet endroit. C'est pourquoi il n'y avait pas un seul endroit vivant sur son corps, mais c'était si attrayant. Joanna était déterminée, mais Travis n'avait prévu de visiter qu'un seul village aujourd'hui, il ne pensait donc pas qu'il était nécessaire de se précipiter. Plus elle essayait de ne pas penser à son corps, plus il défilait devant ses yeux, alors la fille décida de penser à autre chose. Son regard tomba sur la fontaine, qui n'était pas allumée. Le duc a expliqué cela en disant que le temps était trop froid pendant la majeure partie de l'année pour l'utiliser sans que l'eau ne gèle. Comme Joanna a pu le constater, la fontaine a été installée comme moyen de générer des revenus supplémentaires pour le village à partir des souhaits des voyageurs. L'esprit d'entreprise a également vécu et prospéré ici. Travis a suggéré à sa femme de l'essayer, juste pour vivre l'expérience complète, elle a accepté, elle n'avait qu'à lancer une pièce et faire un vœu. Joanna fit le vœu que le saint lui permette de mourir en paix pour une fois. Le duc était complètement perplexe, il trouvait anormal de formuler de tels souhaits. Comme c'était très important pour la fille, dans ce cas, Travis a décidé de faire un vœu légèrement différent. En jetant des pièces dans la fontaine, il dit qu'il souhaitait que Joanna puisse vivre une vie heureuse sans regret. Bien sûr, il était également important de prendre sa retraite sereinement et sans problème. Si elle s'attarde sur cela, elle ne pourra pas profiter pleinement des bienfaits de la vie elle-même. La fille avait vécu bien plus longtemps que Travis, mais pour une raison quelconque, cela la calmait toujours quand il disait de telles choses pour elle. Saisissant son mari par le manteau, Joanna dit qu'il devrait souhaiter quelque chose pour lui-même, bien que le duc croyait que son souhait le concernait également. Peu importe à quel point Travis était attaché à sa femme, il savait très bien qu'elle ne pouvait pas lui rendre ses sentiments. Joanna se surprit à penser qu'elle semblait commencer à tomber amoureuse de cet homme, elle avait peur de se l'admettre. Elle sentait qu'il devait savoir ce qu'elle ressentait, car au moment où elle était sur le point de lui avouer quelque chose s'est produit. Il y a eu une attaque de monstres, ce fut un échec, la fille savait que tout ne pouvait pas se passer si bien. Des monstres faisaient rage à travers le monde, leur corps contenait des pierres magiques utilisées par les mages, bien sûr, ils étaient un élément clé de tout fantasme. Joanna ne s'attendait pas à ce qu'il puisse y avoir autant de monstres à la fois, dans ses pensées elle priait le duc pour qu'il l'aide. Travis était incroyablement en colère que ces créatures dégoûtantes aient interrompu un tel moment. La jeune fille demanda à son mari où elle devait aller, car elle comprenait qu'elle ne ferait que gêner son chemin désormais. Des monstres volants sont arrivés ici. La garnison les retenait, mais le duc ne savait pas combien de temps il pourrait tenir face à un tel nombre. N'ayant pas d'autre choix, Travis tendit la main à sa femme et lui dit de le suivre, car elle serait plus en sécurité avec lui. Le duc s'est excusé à l'avance pour la gêne occasionnée, a attrapé la fille, des ailes sont apparues et elles se sont envolées vers le haut. Au cours de la conversation avec le chevalier plus tôt, Joanna lui a demandé quelles étaient les capacités du duc. Elle ne l'avait jamais vu se battre de ses propres yeux, mais elle avait entendu parler de ses compétences exceptionnelles, alors elle était curieuse, mais le gars ne savait pas comment le décrire, il valait mieux le voir de ses propres yeux. En bref, il est impossible pour un chevalier de voir un grand-duc se battre et d'être immédiatement rempli de bénédictions et de respect. Après tout, il y avait une raison pour laquelle le duc Travis était largement connu comme le plus grand épéiste de l'Empire. C'est à ce moment-là que Joanna a réalisé qu'elle avait épousé un homme vraiment incroyable. Ce qui a encore plus étonné la jeune fille, c'est que même dans une situation aussi dangereuse, son mari s'est assuré que le sang ne tache pas ses vêtements en jetant une cape bouclier sur elle. Lorsque finalement tous les monstres furent vaincus, Joanna put reprendre son souffle,
c'était très impressionnant pour elle, mais le duc dit qu'il faisait simplement bien son travail. Johanna serra fort son mari dans ses bras, elle ne comprenait pas comment quelqu'un pouvait ne pas aimer un tel homme. Travis était gêné par le fait que la fille le serrait dans ses bras, alors qu'elle était couverte de sang, mais elle s'en fichait, elle lui en était très reconnaissante. Cependant, de telles relations à sens unique ne durent jamais longtemps. Johanna a admis qu'elle ne pouvait rien faire d'autre que de laisser son mari la protéger, mais elle détestait être la seule à ne pas être souillée. Elle ne voulait pas être quelqu'un que Travis devait protéger, mais plutôt une compagne avec laquelle il pouvait travailler. En regardant sa femme, qui était belle même dans le sang, le duc avoua sa défaite. Il a admis qu'il ne pourrait jamais la vaincre, il aurait dû s'en rendre compte il y a longtemps. Lorsque le duc et sa femme revinrent au château après une journée aussi difficile, l'homme demanda s'il pouvait poser une question à sa femme. Il n'avait pas eu le temps de demander avant, mais après que Johanna ait fait son vœu à la fontaine, il semblait qu'elle voulait lui dire quelque chose. À cause des monstres, la fille l'a complètement oublié. C'était un moment parfait à l'époque, mais maintenant elle se sentait un peu gênée, mais elle savait parfaitement qu'elle ne pouvait pas l'éviter. Johanna a dit que tout dépendait de ce qu'elle voulait faire et après avoir dit cela, elle a embrassé le visage de Travis. Légèrement embarrassé, il répondit que si la fille décidait de le taquiner à nouveau, il ne tomberait plus dans ce piège. Elle lui a demandé de ne pas la quitter des yeux, car lui-même avait dit qu'il avait déjà arrêté de s'inquiéter à ce sujet. Après ces mots, Johanna embrassa tendrement les lèvres de Travis. Après le baiser, le duc a immédiatement sauté hors du lit et a dit que si elle voulait le taquiner davantage, il dormirait ailleurs, mais sa femme a réussi à le retenir. La jeune fille a admis qu'elle avait réalisé que même si elle ne pouvait pas se résoudre à dire certaines choses, elle pouvait exprimer ses sentiments d'une autre manière. Elle s'est rendue compte qu'elle était plus lâche qu'elle ne le pensait. Prenant la main de Travis, Johanna dit que s'il voulait faire ça, il devait d'abord l'embrasser, elle n'allait pas céder aussi facilement. À ce moment-là, le duc pensait qu'il était tellement fatigué qu'il entendait maintenant des choses étranges. La jeune fille savait parfaitement qu'il n'était pas fatigué, mais qu'il essayait simplement de fuir la réalité, son mari était complètement incapable de faire semblant. Johanna a admis qu'elle était fatiguée de rester immobile, et si elle ne pouvait pas le faire elle-même, elle n'avait pas d'autre choix que de demander à Travis de le faire. En faisant de petits pas, ils peuvent faire passer leur relation au niveau supérieur. Plus important encore, elle voulait sincèrement être plus proche de lui. En regardant le duc dans les yeux, la jeune fille lui a demandé s'il pouvait faire cela pour elle. Puisqu'elle lui en demandait tant, Travis était prêt à faire n'importe quoi, surtout tout ce qui lui ferait plaisir. À ce moment-là, Johanna pouvait clairement entendre les battements de son cœur, cela la rendait nerveuse. Elle ne voulait pas s'arrêter, soit parce qu'il était plus nerveux qu'elle, soit plutôt parce qu'elle se sentait très excitée. La fille ne s'attendait pas à ce que le baiser soit si court, leurs lèvres n'ont touché que pendant une seconde. Le cœur de Travis avait l'impression qu'il allait bondir. Johanna trouvait drôle qu'il y ait un garçon si innocent devant elle, mais le duc n'essaya même pas d'arrêter ses moqueries, il croyait qu'il n'avait aucune excuse. La jeune fille ne comprenait pas comment un homme qui avait tué des milliers de monstres à main nue pouvait trembler autant à cause d'un baiser, mais il s'avéra que c'était très simple, le baiser était le premier du duc. La duchesse s'est rendue compte qu'aujourd'hui n'était pas le bon moment, car aucun d'eux n'était émotionnellement prêt pour cela. Travis était vraiment désolé d'avoir déçu sa femme, mais elle ne le pensait pas du tout, il n'était tout simplement pas prêt et il n'y avait rien à faire à ce sujet, il devait juste attendre le bon moment. Johanna espérait vraiment que son mari serait prêt à réessayer, car c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Le duc fut surpris que la jeune fille veuille vraiment cela, même s'il était si maladroit. La duchesse a promis de lui dire si quelque chose ne lui plaisait pas, mais elle a noté que l'embrasser était bien mieux que ce à quoi elle s'attendait. En regardant Travis, Johanna lui a demandé s'il réagissait comme ça parce qu'il n'aimait pas l'embrasser. Elle savait combien il lui était difficile de lui refuser, et elle n'aimerait pas qu'elle force le duc à faire quelque chose qu'il pourrait ne pas aimer. Légèrement embarrassé, le monsieur a répondu qu'il le dit toujours aussi quand quelque chose ne lui plaît pas. La raison pour laquelle il n'a pas refusé ses demandes, c'est parce qu'il le voulait aussi. La seule raison pour laquelle il était si énervé et timide était qu'il n'était tout simplement pas habitué à ce genre de choses, donc Johanna n'aurait pas dû s'inquiéter. Le duc fut à nouveau embarrassé et dit qu'il était déjà assez tard et qu'il était temps pour eux d'aller se coucher. La fille était d'accord avec lui, réalisant que son mari venait de l'embrasser sur la joue, mais pour une raison quelconque, elle se sentait plus excitée qu'avant. Elle était sûre qu'aucun d'eux ne dormirait cette nuit à cause des sentiments accablants. Johanna n'a jamais eu une bonne nuit de sommeil. Elle était trop excitée à propos de la nuit dernière, et ce fait l'empêchait de taquiner Travis. Lorsqu'elle s'est réveillée, au lieu de son mari, elle a remarqué une lettre à côté d'elle. Comme sa femme avait l'air fatiguée, le duc décida de ne pas la réveiller, pensant qu'elle serait surprise de trouver une lettre à côté d'elle. Il n'y avait aucune raison particulière pour laquelle il lui avait écrit cela,
C'est juste qu'en se réveillant, il s'est souvenu de ces paroles selon lesquelles elle regrettait qu'aucune de ses lettres n'ait survécu. Même si cette lettre venait du Travis actuel et non du précédent, puisqu'ils étaient essentiellement la même personne, il espérait que cette lettre rendrait Johanna heureuse. La fille craignait qu'à chaque fois qu'elle parlait du passé de Travis, cela puisse peser sur le présent, mais d'un autre côté, il ne pensait qu'à elle. Johanna serrait fermement la lettre et pensait qu'elle ne pouvait pas apprécier un tel homme. Elle se leva brusquement de son siège en criant qu'elle n'avait pas le temps et qu'elle devait de toute urgence lui écrire une réponse. En voyant l'état de la dame, Daphné eut peur qu'il soit arrivé quelque chose. Il s'est avéré que la jeune fille voulait simplement que la femme de chambre remette une lettre à son mari, qui vivait avec elle sous le même toit. Johanna a également remis une autre lettre et a demandé qu'elle soit également envoyée en chemin. Cette lettre était destinée à une autre personne, mais elle était dans l'intérêt du grand-duc, elle devait donc être remise le plus tôt possible. Le destinataire reçut la lettre et sourit, elle parlait de la ruine des nobles. Il n'y avait jamais de moment ennuyeux avec sa chère Johanna, mais maintenant elle était une grande duchesse. Il y avait quelque chose de romantique dans le fait d'écrire des lettres, les mots transportés comme le vent sur la feuille de papier, laissant un message qui pouvait être lu encore et encore. En méditant chaque mot et chaque phrase, en les tissant délicatement ensemble, nous faisons de notre mieux pour exprimer nos sentiments les uns pour les autres, même les aspects les plus triviaux de la vie quotidienne deviennent partie d'un grand récit qui est profondément imprimé dans nos cœurs. Johanna et Travis ont donc échangé des lettres pendant une semaine entière. La jeune fille était tellement emportée par le processus qu'elle écrivit toute la nuit, le duc n'aimait pas beaucoup cela, car il s'inquiétait pour sa santé et à la fin il dut prendre des mesures extrêmes. Prenant sa chaise avec elle, le monsieur la porta dans la chambre, en disant que peu importe combien il aimait recevoir des lettres d'elle, sa santé passait avant tout pour lui. Johanna a admis qu'écrire des lettres était si intéressant que cela l'absorbait complètement. Quand il réussit enfin à mettre sa femme au lit, la jeune fille se rappela qu'elle avait un invité qui venait le lendemain, et elle fut tellement emportée par l'écriture de lettres qu'elle l'oublia complètement. Johanna fut surprise que Travis ne demande pas quel genre d'invité allait arriver, mais demande seulement si son aide était nécessaire, et après tout, l'invité viendrait à lui. Toutes ces formalités n'étaient pas importantes pour le duc, car les invités de sa femme seraient de toute façon les bienvenus ici. Finalement l'invité est arrivé, il était si heureux de voir Johanna qu'il pensait qu'il allait mourir tellement elle lui manquait. Dès que Travis a vu cette étreinte, il est immédiatement tombé dans la stupeur et la colère en même temps. Était-ce vraiment la raison pour laquelle sa femme insistait tant pour lui trouver une petite amie? D'après l'expression du visage du duc, la jeune fille comprit qu'il avait tout mal pensé et elle commença immédiatement à trouver des excuses, essayant d'éloigner l'invité d'elle. Le nom de ce petit bâtard collant était Carl Weathers, et malgré sa jeunesse, il avait un très bon sens des affaires et était une force dominante sur les marchés des provinces de l'Ouest. Dans l'histoire originale, Carl était un personnage masculin mineur. Johanna et lui travaillaient bien ensemble dans les questions liées à l'argent, et il était également très doué pour garder les secrets, ils sont donc devenus des partenaires commerciaux inséparables dans sa vie passée. Elle a pris soin de renouveler leur amitié, afin qu'ils continuent à s'entraider. Il avait cependant un défaut, le gars était trop tactile et n'hésitait pas à s'en prendre à n'importe qui. Incapable de contenir ses émotions, Travis a attrapé Carl et l'a averti que s'il ne voulait pas être jeté dans le froid, il devrait arrêter de déranger Johanna. La jeune fille a expliqué qu'elle était déjà mariée et que son ami aurait peut-être pu se permettre de faire quelque chose comme ça avant, mais que maintenant c'était inapproprié. Carl rigola et ajouta que de toute façon, c'était juste un mariage de convenance. Travis se mit à nouveau en colère, il ne comprenait pas comment cet homme était au courant de ça. Souriant, l'invité a répondu que sans son aide, Johanna ne serait peut-être pas arrivée ici du tout. La jeune fille avait besoin d'une aide économique suffisante pour négocier avec le grand-duc, mais elle avait besoin de quelqu'un qui puisse préparer le terrain sans attirer l'attention. Carl était surpris que cela soit si important pour Johanna qu'elle soit prête à aller aussi loin, poser les bases d'une telle chose pourrait prendre au moins 5 ans. En tout cas, la jeune fille devait se préparer au fait que le duc refuserait de la rencontrer, comme on le sait, il ne recevait jamais de visiteurs. Johanna savait que Travis l'écouterait, elle en était sûre. Charles promit de l'aider, car il devait beaucoup à cette dame, mais lui demanda de promettre que si rien n'en résultait, elle viendrait à lui, et lui, à son tour, la traiterait bien, afin qu'elle oublie le grand-duc. Le gars a admis qu'il n'avait jamais pensé que Johanna réussirait réellement, il ne l'aurait pas aidé s'il avait su que tout se passerait ainsi. À ce moment-là, Travis réalisa que si cet homme avait aidé sa femme, il devait lui en être reconnaissant également, mais pour une raison quelconque, il se sentait toujours mal à l'aise. Puisque le duc avait fait une promesse à sa femme, il devait la tenir, peu importe ce qu'il ressentait maintenant.
Il tendit la main à Karl en lui disant que tout invité de sa femme était son invité. Peu importe à quel point il détestait l'homme en question, il lui souhaitait quand même un agréable séjour dans le Nord. La première chose à laquelle Karl a pensé était de savoir à quel point un sourire pouvait être terrifiant et s'il serait capable de sortir d'ici vivant. Il murmura à Johanna qu'il avait peur de son mari, comme pour lui signifier qu'elle devait faire quelque chose à ce sujet. Quoi qu'il en soit, la fille a invité son ami ici pour qu'il aide Travis, et pas seulement pour lui tenir compagnie. La duchesse a remis à l'invité les documents sur lesquels elle et son mari avaient travaillé. Elle expliqua au duc que malgré la personnalité de Karl, il était très talentueux dans ce domaine et, plus important encore, on pouvait lui faire confiance pour garder la bouche fermée. Tout ce qu'il pouvait faire dans cette situation était de rester assis et de regarder ces nobles embêtants tout perdre, mieux valait laisser le travail à un homme qui sait tout. Johanna serra tendrement son mari dans ses bras et lui dit qu'elle voulait se concentrer sur une vie heureuse ici avec lui et que rien ne les dérange. Ce moment romantique a été gâché par Karl, qui s'est coincé entre eux et a crié haut et fort que c'était très romantique. Cet homme particulier ne comprenait pas à quel moment les mariages contractuels étaient devenus si mignons, suggérant qu'il ne pouvait plus appeler son ami chéri. Bien que Johanna n'ait jamais aimé quand Karl l'appelait ainsi, il faisait semblant de ne pas l'entendre, même maintenant, il se souvenait de leur première rencontre. Elle connaissait le mot de passe secret nécessaire pour organiser un rendez-vous avec lui, et à ce moment précis, Karl jura qu'il deviendrait son homme. Il croyait toujours et espérait qu'ils pourraient être ensemble, mais comme le mariage du duc et de Johanna avait fonctionné, il n'avait pas d'autre choix que d'être quelqu'un d'autre. Karl, sans un pincement au cœur, demanda à la duchesse de devenir son amant, promettant qu'il ferait tout ce qu'elle voudrait et ne l'ennuierait jamais. Le couple ne s'attendait visiblement pas à entendre cela. Lorsque Travis et Johanna ont conclu ce mariage arrangé, il a promis de la protéger de toutes les manières possibles et de ne pas résister si elle rencontrait un autre homme. Le duc n'avait aucune envie de forcer une femme à entrer dans une cage qui avait déjà tant souffert, une cage construite à partir de son égoïsme et de ses doutes. Travis respectait tous les choix de sa femme, mais il voulait quand même que si elle rencontrait un autre homme, ce ne soit pas quelqu'un comme Karl. Le sentiment qu'il ressentait maintenant était de la jalousie. Le duc était-il vraiment prêt à trahir son serment? Malgré l'indignation de la jeune fille, Karl demanda au monsieur ce qu'il pensait de cela et si ce n'était pas un crime d'être lié à un seul homme pour le reste de sa vie. Travis se figea et resta silencieux, mais dormit un moment, d'accord avec l'invité. Toute cette situation mettait Johanna très en colère, elle ne comprenait pas pourquoi son mari continuait à écouter ce type, car il disait des bêtises complètes. Sa tête était maintenant dans un désordre total. Pourtant, Travis croyait que si quelqu'un méritait d'avoir autant d'hommes qu'elle le voulait, c'était Johanna. La fille les suppliait d'arrêter de dire de telles bêtises. Elle avait déjà commencé à crier qu'il n'y avait de la place dans son cœur que pour un seul homme et qu'il était déjà pris. Après ces mots, elle espérait qu'elle n'entendrait plus ces bêtises. La jeune fille n'avait aucune envie de collectionner les hommes comme des cartes à collectionner, elle considérait cela comme une relation malsaine et préférait les relations traditionnelles. Après avoir étudié les documents, Karl a déclaré que ce plan était impeccable et qu'il pouvait être mis en œuvre immédiatement, il y voyait de nombreuses possibilités d'en bénéficier lui-même. À ce stade, Johanna n'avait plus aucune énergie et a demandé à son ami de commencer à agir dès que possible. Travis a couvert sa femme d'un manteau de fourrure et lui a dit de se reposer. Karl sourit et remarqua que la fille avait encore une faible endurance, il ne pensait pas qu'elle se fatiguerait si vite. Essayant de se décharger de la responsabilité, le duc dit qu'il avait vu comment leur invité vidait sa femme, il était donc préférable pour lui de retourner chez lui le plus tôt possible. Pourtant, Travis s'est excusé auprès de Johanna, se justifiant en disant qu'il était simplement d'accord avec son ami, pensant que c'était bien mieux que de se disputer avec lui. Karl était très amusé par la façon dont ces deux-là se prélassaient en présence de l'invité, il semblait qu'ils s'aimaient vraiment. En entendant ces mots, la fille a immédiatement commencé à se justifier, en disant qu'il s'appréciait beaucoup, il était donc naturel qu'il se comporte de cette façon. C'était très étrange, car quiconque les voit peut dire en toute sécurité qu'il y a des sentiments forts entre eux, mais pour une raison quelconque, il nie cet amour. Le gars a supposé qu'il y avait un problème entre le duc et la duchesse. Travis frappa la table du doigt pour mettre fin à la conversation, avertissant leur invité que s'il continuait à embarrasser sa femme, il devrait partir. Karl accepta, bien qu'il ne comprenne pas du tout pourquoi le duc était en colère, croyant qu'il avait demandé ce qu'il aurait dû. Voyant que son mari commençait à être très en colère, Johanna l'a immédiatement arrêté et lui a demandé de ne pas commencer ce conflit, prétextant qu'elle allait parfaitement bien. Elle a demandé à Travis de la laisser seule, elle et le gars, parce qu'elle voulait lui parler. Le duc partit en lui disant de ne pas hésiter à l'appeler si elle avait soudainement besoin de lui. La fille s'est immédiatement mise au travail et a demandé à Karl ce qu'il faisait, mais le gars a fait semblant de ne pas comprendre de quoi elle parlait.
Johanna savait parfaitement qu'il testait ainsi son mari. Karl avait complètement oublié que rien ne pouvait être caché à cette fille, il avait besoin de découvrir si c'était l'homme que la fille avait travaillé si dur pour épouser. Selon les rumeurs, le grand-duc était une personne terrible, alors le gars a simplement décidé de le tester, il considérait que c'était son devoir en tant qu'ami de Johanna. En tout cas, il se rendit compte que sa petite amie allait bien, donc ses inquiétudes étaient vaines, mais Karl ne s'attendait pas à ce que la fille ait encore peur de l'amour, il regrettait sincèrement d'être si frivole. En effet, l'amour l'effrayait, elle ne pouvait en dire la raison exacte, mais elle savait que la seule pensée de cet amour la remplissait d'horreur. Johanna pensait que tout irait bien une fois avec Travis, mais bien sûr, ce genre de choses ne disparaissent pas du jour au lendemain. Elle avait très honte de faire attendre le duc, elle voulait tellement lui dire son amour, mais à chaque fois qu'elle essayait, les mots semblaient rester coincés dans sa gorge. Si tel était le cas, Karl pensait qu'il n'était pas nécessaire d'aller aussi loin, car il valait la peine d'apprendre à marcher avant de commencer à courir. Johanna a réalisé qu'elle devait commencer par dire à Travis qu'elle l'aimait, elle ne comprenait pas comment elle avait pu passer à côté d'une solution aussi simple, sa façon de penser étant devenue plus cruelle avec l'âge, puisqu'il n'était pas nécessaire de tout voir en noir et blanc. Karl était très utile dans de tels domaines, mais on ne comprenait toujours pas pourquoi il avait été si utile au mariage de Johanna. Le gars croyait que si sa petite amie était heureuse, alors il le serait aussi, il a commencé à la pousser vers la sortie pour qu'elle ne perde pas de temps sur des soupçons sans fondement, mais se concentre sur sa vie personnelle. Pendant ce temps, le grand-duc Travis était dans l'enfer qu'il avait créé. Il se reprochait d'être une personne terrible, non seulement d'avoir mis sa femme dans un état de fatigue, mais aussi de s'être mis en colère contre l'invité. Karl poussa Johanna vers le duc, lui disant qu'elle voulait lui dire quelque chose. À ce moment-là, le monsieur a pensé à la pire chose pour lui, au divorce, mais la fille a remarqué son expression et l'a immédiatement rassuré qu'il pensait à quelque chose de complètement différent. Johanna réfléchit un peu à la manière de lui présenter les informations sur ses sentiments, le duc était très sensible, même s'il n'en avait pas l'air, elle avait peur de l'offenser en disant quelque chose de mal. Johanna était déterminée à tout dire d'un coup, mais voyant l'état déprimé de Travis, elle décida de faire une promenade en premier. Elle était tellement sûre qu'elle dirait ce qu'elle ressentait, mais en réalité, cela s'est avéré plus difficile qu'il n'y paraissait. Le duc savait qu'il accepterait tout ce que la jeune fille voulait lui dire, mais il espérait vraiment que ce ne seraient pas des mots de séparation. Lui prenant la main, il commença la conversation en premier, disant qu'il n'était pas bon dans beaucoup de domaines et qu'il y avait tellement d'hommes qui méritaient plus que lui d'être avec elle. S'agenouillant devant sa femme, Travis a déclaré qu'il était prêt à accepter toute décision qu'elle prendrait. Il lui a avoué que si elle le voulait, elle pouvait partir, mais que si elle voulait être avec quelqu'un d'autre, cela n'avait pas d'importance, tant qu'elle était heureuse, il pouvait supporter n'importe quelle épreuve. Tout ce que le duc demandait, c'était que Johanna soit à ses côtés, si elle pouvait occuper ne serait-ce que le plus petit coin de son cœur, ce serait suffisant. Tout allait bien jusqu'à ce moment-là, jusqu'à ce qu'il décide de ne pas décharger tous ses soucis sur la fille, mais à la fin d'ajouter qu'il pourrait devenir son amant. Travis a répété qu'il avait pris cette décision lui-même et qu'il était prêt à devenir au moins le 10e de ces 10 hommes, une telle conclusion a complètement étonné la fille, elle ne comprenait pas comment il était arrivé à une telle conclusion. Johanna savait que tant qu'elle ne pourrait pas dire au duc ce qu'elle ressentait, il se sentirait toujours en insécurité. Prenant ses mains tendrement, la fille dit qu'elle l'aimait beaucoup. Même si elle ne ressent plus la même chose maintenant, il ne devrait en aucun cas s'en inquiéter, a ajouté la dame. La réaction de Travis était un peu inattendue, il resta silencieux pendant quelques secondes puis commença à crier si sa femme allait bien. Il s'est avéré que le duc se souvenait de cette nuit où sa femme délirait dans son sommeil et disait qu'elle ne voulait pas mourir, tout cela était à cause de son amour passé. Johanna allait parfaitement bien, elle avait juste quelqu'un à ses côtés qui faisait toujours passer ses priorités avant les siennes. La fille a expliqué que Karl l'avait aidé à comprendre qu'elle aimait vraiment le duc et c'est lui qui a suggéré de le dire, grâce à l'aide de ce gars, tout est devenu beaucoup plus facile. Karl apparaissait comme un homme frivole, mais en réalité, il prenait tout au sérieux. Pour aider le duc et la duchesse à s'entendre, il a demandé à Johanna de lui dire qu'elle l'aimait. Ce type était un homme d'affaires et ne faisait rien qui ne lui soit pas bénéfique. S'il n'avait pas aimé la fille comme amie dès le début, il n'aurait clairement pas passé autant de temps à communiquer avec elle. Lorsque Johanna l'a appelé pour conclure un accord, elle lui a assuré qu'il serait agréable de travailler avec elle. Cela s'est avéré vrai, et à cause de cela, Karl a commencé à l'aimer aussi. Même lorsque sa maladie la confinait au lit, elle avait une soif inexorable de connaissances sur le monde extérieur. Karl voulait voir ce que cette fille accomplirait, c'est pour cette raison qu'il a commencé à l'aider. Alors, il souhaitait sincèrement que Johanna trouve son bonheur, même en sachant qu'elle en gardait un autre dans son cœur, il était très heureux de la voir sourire.
Karl s'est approché du couple et a demandé si la jeune fille avait toujours peur de l'amour. Elle a confirmé qu'elle avait toujours peur, mais a également admis qu'elle était confiante de pouvoir la surmonter. Johanna était sûre qu'elle pouvait tout faire tant que Travis était avec elle. Karl était heureux d'entendre cela, il pouvait maintenant rentrer chez lui en paix. Il a souhaité le meilleur à sa petite amie, ajoutant que si jamais elle se lassait de cet endroit, il reviendrait pour l'emmener loin d'ici. Il est temps de laisser ce couple tranquille. Au moment de se séparer, Charles souhaita beaucoup de bonheur à la grande-duchesse. Travis avait l'impression qu'il venait de traverser une tempête, et c'était la première fois de sa vie qu'il rencontrait une personne aussi inhabituelle. Le duc s'est rendu compte que cet homme n'était pas mauvais, car s'il était mauvais, Johanna n'aurait jamais partagé son traumatisme avec lui, mais malgré tout, elle ne lui a pas parlé de la réincarnation, elle lui a juste brièvement présenté la situation. Elle dit à Karl que l'amour l'effrayait, mais elle ne pouvait pas révéler les raisons exactes, mais il savait que la simple pensée de cela la remplissait d'horreur. Autrefois, la jeune fille avait déjà donné son cœur, mais elle fut trompée et trahie, elle souffrit tellement que même maintenant elle ne pouvait pas tout surmonter. C'est pourquoi Johanna avait peur d'aimer à nouveau. En fait, Travis avait une peur similaire à la sienne. L'ancien grand-duc avait un ami proche, et il semblait que rien ne pouvait interférer avec leur amitié, c'est-à-dire rien, sauf la cupidité et les ordres d'un empereur paranoïaque. Ce soi-disant ami a tué l'ancien grand-duc et son épouse. Dans son dernier souffle, l'empereur a dit à Travis de ne jamais faire confiance à personne dans sa vie. Depuis lors, il avait trop peur de croire aux autres, de peur que la même tragédie ne se répète. En entendant cette histoire, Johanna se sentit très désolée de ne pas avoir pu l'empêcher, mais maintenant tout cela était du passé, à cette époque elle n'était qu'une jeune fille frappée par la maladie. Travis était sûr que son passé ne lui aurait jamais dit ça, alors il ne voulait pas que la fille se blâme, elle ne pouvait pas arrêter quelque chose qu'elle ne connaissait même pas. La duchesse s'est demandé comment son mari gérait sa peur. Ou plutôt, son désir de ne pas avoir de regrets est devenu plus fort que cela. C'est pourquoi il prit la main de Johanna quand elle la lui tendit. Travis serra fort sa femme dans ses bras et admit qu'il l'aimait vraiment aussi. Il voulait surmonter sa peur et passer sa vie avec la femme qui était venue à lui alors que personne d'autre ne le voulait. Même si vous êtes blessé par d'autres, en fin de compte, ce n'est que grâce à ces personnes que ces blessures peuvent guérir. Johanna était en parfait accord avec son mari et était déterminée à continuer d'avancer avec lui vers leur fin heureuse. Les événements du complot ont commencé à émerger petit à petit. Dans sa première vie, la jeune fille a lu un roman qui avait une intrigue simple et directe, elle s'est rendue compte qu'il était facile à lire même après une longue et fatigante journée de travail. C'était l'histoire d'une jeune femme issue d'une famille humble dont la maison était assiégée par des monstres féroces. Dans un effort pour faire quelque chose à ce sujet, elle s'est lancée dans un voyage vers la capitale. Elle a trouvé son amour et son amitié. Après la série d'événements suivantes, la fille a sauvé le monde de la destruction. L'apparition de monstres dans le sud était la force motrice de toute l'intrigue. Travis ne comprenait pas ce que cela signifiait, il s'est avéré que des monstres apparaissaient même dans une petite province, mais Johanna savait comment y remédier, mais elle n'était pas sûre que ce serait possible de le faire. Pour discuter de tout cela, la jeune fille a décidé de faire une petite promenade avec son mari. Elle ne pouvait pas croire qu'elle devait à nouveau traverser tout cela, le duc lui proposa de la porter dans ses bras. Johanna a refusé, car marcher l'aidait à rester au chaud, mais a promis de lui dire quand elle ne pourrait plus marcher, un point que Travis était sûr qu'elle avait déjà atteint. La raison de cette excursion était que dans les montagnes du Nord, il y a une fleur dotée d'un pouvoir sacré, capable de combattre ce phénomène. Une fois qu'ils la trouveront, l'équilibre dans le monde sera rétabli et les monstres perdront leur pouvoir. C'était l'une des nombreuses quêtes qui existent pour développer le protagoniste, c'est pourquoi Johanna ne pouvait demander à personne d'autre de le faire pour elle, seul l'élu pouvait couper cette fleur. Bien sûr, c'était elle l'élu. Au moins elle avait Travis là pour l'aider, avec un corps aussi faible que le sien, elle serait morte de froid bien avant son arrivée. Comme le duc avait découvert une grotte, il suggéra de faire une halte. Après s'être réchauffée un peu près du feu, la fille se sentit beaucoup mieux, mais Travis craignait qu'elle n'attrape un rhume. À partir de ce moment, Johanna a promis qu'elle serait toujours aussi proche de son mari que possible, il était heureux de l'entendre, et encore plus qu'il puisse lui apporter plus d'aide. Dans une vie antérieure, Travis a rejeté toutes les demandes d'Alex de lui montrer le chemin pour obtenir une fleur, et la fille, étant une roturière, ne pouvait pas faire une telle demande au grand-duc, elle a donc dû demander de l'aide au prince héritier. Étant donné la relation entre le palais impérial et le grand-duc, il n'est pas surprenant que le duc ait refusé la demande du prince, et ce d'une manière plutôt grossière. Cela a vraiment dérangé Johanna, alors peut-être qu'elle l'a forcé à faire quelque chose qu'il ne voulait pas faire. Avant de rencontrer la fille, Travis était très impoli, il se sentait mal à l'aise car après toutes ses actions, elle voulait toujours être amie avec lui.
En fait, Johanna ne s'inquiétait pas non plus du monde en ce moment, elle voulait juste passer tout son temps libre avec son doux jeune mari. Malheureusement, elle avait encore une raison pour laquelle elle avait décidé de se lancer dans cette quête, c'était la seule façon pour elle de vivre heureuse pour toujours. Il y a peut-être des gens qui peuvent trouver le bonheur dans un monde brisé, mais malgré cela, Johanna préférerait rêver d'un avenir avec son mari. C'est pourquoi elle était prête à accepter cela, elle n'avait pas d'autre choix que de poursuivre cette quête. Travis le pensait aussi, contrairement à sa vie passée où le sens du devoir était tout ce qui le faisait avancer, maintenant il voulait juste vivre. Vivez heureux avec votre bien-aimé. Les baisers sont devenus une routine pour le duc. La fille s'est moquée de lui en lui demandant s'il s'était entraîné, mais Travis n'a pas compris la blague et a commencé à argumenter que c'était stupide et qu'il n'embrasserait personne d'autre que sa femme. Essayant de mettre fin à cette conversation qui l'embarrassait, le duc dit qu'il était temps pour eux d'aller se coucher. Il décida néanmoins de dire qu'un jour il deviendrait confiant et mature, afin que Johanna ne puisse plus le traiter comme un enfant. Bien sûr, il savait qu'il ne pourrait jamais se comparer à elle, mais Travis aurait aimé que la fille se soucie davantage de ce qu'il ressentait. À ce moment précis, le monsieur s'est rendu compte qu'il l'avait dit à voix haute, car Johanna s'habituait peu à peu à tout et il ne pouvait pas être aussi dur. Il a admis qu'il aurait aimé que la fille le taquine moins souvent. La duchesse a rappelé les paroles qu'elle avait prononcées plus tôt, selon lesquelles le duc devait apprendre à donner la priorité à ses priorités. Après une minute de silence, elle a ajouté que si elle ne taquinait pas Travis, elle serait nerveuse à l'idée d'être intime. Lors de leur première rencontre, l'apparence du duc la mettait mal à l'aise, mais à mesure qu'ils s'habituaient l'un à l'autre et que leurs sentiments changeaient, Johanna commença à se sentir nerveuse pour des raisons totalement différentes. Il y aurait de la gêne entre le couple si la fille n'égayait pas l'atmosphère avec des blagues. Cependant, quelque chose interrompit cette atmosphère tendue, mais la fille ne voulait pas que la gêne soit interrompue de cette façon. Comme prévu, il était difficile de manier l'épée dans un espace aussi étroit, et la grotte risquait de s'effondrer. Travis n'avait pas d'autre choix que de changer d'arme. Johanna le savait déjà, mais son mari avait vraiment des capacités surhumaines. Elle était un peu inquiète car cette fois, le duc ne portait pas sa cotte de maille. Il ôta sa cotte de maille pour garder la fille au chaud, mais comme le monstre était apparu si soudainement, il n'eut pas le temps de la remettre. À ce moment-là, elle a eu une prémonition selon laquelle quelque chose de terrible pourrait arriver. Johanna ne pouvait pas rester assise sans rien faire, elle a décidé d'aider son mari, même si ce n'était qu'un peu. Il restait maintenant 2 monstres, car il n'y avait plus d'espace, il était probable que les monstres se dirigent vers la fille. Travis ne pouvait pas permettre que cela arrive, il était prêt à sacrifier sa vie pour elle, mais ne pouvait pas permettre à sa femme de souffrir. Une flèche transperça la tête du monstre, ce qui surprit grandement le duc, car ce n'était pas lui. Il était impossible que le retour de Johanna soit connu, il avait délibérément caché son emplacement à tout le monde, mais quelqu'un avait tiré cette flèche. Une fille est apparue et a dit qu'elle était presque en retard, mais qu'elle avait quand même réussi à tirer au moins une fois. La bouche de Travis s'ouvrit de surprise, il ne s'attendait certainement pas à ça, tout ce qu'il pouvait dire était où sa femme avait eu cette chose. Johanna pensait que même avec son corps faible, elle pouvait utiliser l'arbalète, mais à vrai dire, elle avait du mal à la charger. Le duc était furieux qu'elle ne lui en ait pas parlé à l'avance, il aurait choisi quelque chose de plus simple, mais la jeune fille ne l'a pas dit délibérément, car elle savait que son mari serait inquiet. Habituellement, les subordonnés de Travis combattaient le monstre avec toute leur force, sur leur terre, le critère de faiblesse était bien plus élevé que dans le sud. Il l'a donc supplié de lui demander de l'aide la prochaine fois au lieu d'essayer de le faire elle-même. En tout cas, Johanna exigeait maintenant une explication, car elle avait vu que quelques minutes plus tôt, le duc avait agi comme s'il se fichait d'être blessé ou non. La fille était en colère à cause de cela, si elle avait su que cela arriverait, elle n'aurait pas dormi pendant plusieurs jours, mais elle aurait grondé son mari au maximum. Elle ne voulait toujours pas se calmer, menaçant que si Travis essayait à nouveau de faire quelque chose comme ça, il serait blessé. Le duc décida de changer légèrement de sujet, en disant que Johanna était peut-être en colère, mais que le sommeil était prévu, et même dans une telle situation, il s'inquiétait pour sa santé. Finalement, ils s'endormirent comme d'habitude. Il semblait que la fille se sentait coupable lorsqu'elle ressentait une telle sollicitude. Le lendemain matin, lorsque le couple repartit, Johanna continua à gronder son mari, elle pensait qu'il devait mieux prendre soin de son corps, qu'il ne devait pas être si négligent tout le temps. Même si elle était faible, cette fille avait de l'expérience pour survivre, ne pas devenir un fardeau pendant les batailles et se cacher derrière quand c'était dangereux, elle était capable de le faire. Chaque fois que Johanna s'inquiétait pour Travis, pour une raison quelconque, il se sentait si heureux dans son âme. La fille lui a pardonné, mais seulement cette fois, son charme a fonctionné sur elle, le duc était trop gentil à ce moment-là.
Elle décida qu'elle en avait assez de le gronder et que le temps était trop beau aujourd'hui pour parler d'autre chose. La façon dont ils marchaient bras dessus, bras dessous donnait l'impression qu'ils étaient en lune de miel. Travis pensait que si nous parlions d'une lune de miel, nous avions besoin d'un endroit plus coloré que ces montagnes sombres. Joanna a ri, c'était une blague, elle aussi aimerait aller avec son mari dans un endroit meilleur. Elle connaissait de nombreux endroits intéressants que les gens ne connaissaient pas, quand tout fut résolu, elle rêvait d'aller quelque part ensemble. La fille s'est figée sur place, car généralement, après de telles remarques, quelque chose d'anormal se produit. Un monstre de taille énorme est apparu devant le couple. À ce moment précis, Travis a demandé à sa femme de reculer, mais la fille a commencé à résister. Elle demanda au duc de regarder le sommet de la tête de ce monstre, où s'affichait une fleur bleue. C'était exactement la fleur que Joanna était censée cueillir. Travis n'avait jamais vu un monstre de cette taille auparavant. Il lui semblait que ce monstre se réveillerait s'il s'approchait trop près de lui. D'habitude il dort enterré dans la neige, il ne pouvait y avoir d'autre chance. Joanna a souligné qu'il devait être prudent car s'il marchait longtemps, une avalanche pourrait se déclencher. Le problème était que ce monstre ne mourrait pas tant que la fleur était sur sa tête, il récupérerait très vite même s'il était blessé. Le duc devait se concentrer pour amener la fille en toute sécurité, mais même cela pourrait ne pas être si facile. Le monstre n'abandonnera pas si facilement la fleur dont sa vie dépend. D'une telle hauteur, ils étaient faciles à repérer, le monstre sentit la présence de Joanna, peut-être que si Travis avait été seul, il serait passé inaperçu. La fille voulait dire que même dans un angle mort, elle ne passerait pas inaperçue. Le duc ne pouvait pas le savoir avec certitude, mais cela ne lui semblait pas impossible. Joanna était complètement choquée par la force de son mari, elle n'en avait aucune idée. De retour dans la grotte, il le retenait parce qu'il avait peur que la grotte ne s'effondre. Dans sa vie passée, la fille avait étudié tous les types d'attaques de ce monstre, après quoi elle avait réussi à esquiver et à atteindre le sommet de sa tête, cette fois elle allait faire de même. En tout cas, elle a suggéré d'y mettre fin avant que le bras de la créature ne soit guéri. Joanna était inquiète, dans cette vie son corps devenait plus faible, elle était là sans les autres personnages principaux, mais maintenant elle s'en fichait. Ce monstre s'est avéré plus fort qu'il ne le pensait, il les a attaqués sans attendre que le bras guérisse, la fille ne pouvait pas prévoir cela, car dans son plan elle lui a coupé le bras. Joanna a demandé à Travis de la quitter, promettant que quoi qu'il arrive, ils reviendraient ensemble. Elle a réussi, la fleur a fini entre ses mains. Le monstre est tombé, au moins un problème était derrière nous. Dans de tels moments, la vie défile généralement devant vos yeux où des pensées différentes vous viennent à l'esprit. Même si c'était dommage, le mari doué de Joanna ne lui a pas donné la chance de penser comme ça. Travis a attrapé sa chérie. En atterrissant au sol, il demanda à sa chère épouse de lui promettre que c'était la première et la dernière fois, le cœur du duc s'arrêta presque. La fille rit en disant qu'il devrait le répéter 4 fois de plus, mais pas maintenant. Travis a décidé d'être honnête, il croyait qu'il devait détruire le monde qui avait causé tant de souffrance à sa femme dans le passé. Le prêtre a remercié le grand Dieu pour son attention envers leur vie, dans ce monde plein de ténèbres, il a remercié pour la lumière de ses étoiles. La puissance divine commença soudainement à augmenter et sa direction était vers les terres du Nord. En prenant un bain chaud, Joanna réalisa à quel point c'était bon d'être à la maison. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas fait autant d'efforts, tout son corps la faisait souffrir, elle était sûre que demain elle tomberait certainement malade et serait clouée au lit, mais quoi qu'il en soit, elle restait faible. Elle était heureuse qu'elle et Travis aient de nouveaux souvenirs. Lorsque vous construisez une relation avec un inconnu, c'est comme un jeu de hasard. Chaque souvenir précieux entre ses mains, créé avec une autre personne, s'effondre en morceaux à mesure que cette relation s'effondre progressivement, et finit par percer le cœur et provoquer de la douleur. À cause de ces blessures, vous avez toujours peur d'entrer dans de nouvelles relations, ce n'est pas seulement une question de méfiance envers les étrangers, peu importe la gentillesse de la personne que vous rencontrez, si vous avez un caractère différent, des situations imprévues peuvent survenir à l'avenir. Parce qu'il n'existe pas de relation parfaite. Là aussi, il fallait avoir confiance en soi, croire que Joanna surmonterait toutes les épreuves qui pourraient lui arriver à l'avenir. Si une fille a confiance en elle, elle n'aura pas peur des surprises et pourra se livrer entièrement à ses émotions. Bien sûr, son passé la hantait, mais elle ne pouvait pas continuer à trébucher dessus, sans compter qu'elle ne voulait pas marcher à nouveau sur le même râteau. Elle ne voulait pas non plus faire obstacle à tout ce qui pourrait arriver de bien, ce qui est une autre raison pour laquelle elle voulait devenir une personne plus confiante. Pour ne pas avoir peur de cela, pour vivre ainsi pour toujours. Bien sûr, Joanna devait d'abord devenir plus forte physiquement. Elle avait froid, elle décida d'enfiler rapidement le châle et quand elle fut déjà dedans,
elle réalisa qu'il appartenait à Trévis. Il semble que les domestiques aient fait une erreur et que le châle de sa femme ait fini dans la salle de bain du duc. Le majordome remarqua que les serviteurs étaient devenus relâchés ces derniers temps et suggéra au duc de les punir, mais il refusa. Trévis était plus intéressé par la façon dont se déroulait la collecte des pierres magiques. Christopher rapporta qu'ils avaient envoyé des serviteurs avec les chevaliers, ils devraient arriver avec les pierres demain matin. Le duc a demandé que cela soit signalé à la tour et il pensait qu'il ne causerait pas de problème s'ils étaient prévenus. Trévis a demandé au majordome de vérifier s'il avait d'autres blessures, il a vérifié de face mais n'a pas pu le faire de derrière. Christophe fut surpris par une telle demande, le duc ne s'était jamais inquiété de cela auparavant. Il était gêné de l'admettre, mais sa femme n'aimait pas qu'il soit blessé, et Trévis ne voulait pas que Johanna s'inquiète inutilement. Christopher a dit que si le monsieur voulait vérifier s'il y avait des blessures, il devrait demander à quelqu'un ayant une bonne vue de le faire. Il aurait été préférable de laisser sa femme vérifier, et à ce moment-là, Johanna est apparue. Dès qu'elle a entendu parler des blessures, elle s'est immédiatement précipitée vers son mari pour vérifier s'il était vraiment blessé. Christophe fit un signe de la main au duc, lui disant au revoir que le vieil homme arrogant partait pour accomplir les tâches qui lui étaient assignées. Il y avait une très petite blessure sur l'avant-bras de Trévis, et dès que la fille l'a vue, elle a immédiatement commencé à la soigner et à la panser. À ce moment-là, Johanna se sentit un peu triste. En entendant cela, le duc se tendit immédiatement. Il a commencé à lui promettre qu'il deviendrait plus fort et que cela ne se reproduirait plus. La fille ne lui a rien demandé de faire, en fait, c'était bien que la blessure soit petite. C'était juste que Trévis avait tellement de cicatrices et Johanna se sentait désolée pour lui parce qu'il souffrait autant. En caressant doucement la joue de sa femme, le duc dit qu'il allait bien et qu'il était habitué à cela depuis longtemps, c'est seulement grâce à cela qu'il était devenu si fort. Comme il avait quelqu'un qui pensait à lui, il ne ressentait aucune douleur. Puisque c'était le cas, Trévis a demandé à la fille de penser au fait qu'il était également en colère, peu importe comment vous le regardiez, lui demander de la quitter était trop. C'était une expérience qu'il ne voulait jamais répéter 2 fois. En tout cas, il semble que Johanna ait appris à faire davantage confiance à son mari et à compter davantage sur lui. Elle espérait pouvoir dire plus que simplement qu'elle l'aimait le plus tôt possible, même si elle en était encore loin. Trévis ne l'a pas précipité, il était plus que satisfait de tout maintenant. On ne peut pas en dire autant de Johanna, elle ne pouvait pas être heureuse avec une relation aussi incompréhensible. Le couple était allé trop loin pour appeler cela de l'amitié, mais il était difficile de les qualifier d'amants non plus. La jeune fille voulait être sûre de ses sentiments le plus vite possible. Le duc la rassura en lui disant qu'ils étaient déjà mariés. Ce n'est peut-être que sur le papier, mais rien ne les définit aussi clairement. Il était vrai qu'après avoir vécu une vie instable pendant plus de 100 ans, Johanna devenait impatiente à mesure que ses émotions devenaient plus fortes. Comme elle le pensait, elle devait devenir encore plus forte. Trévis a remarqué que même s'ils n'étaient pas si proches, ce n'était pas un gros problème pour eux d'échanger des vêtements. Le duc pensait que sa femme était belle dans n'importe quelle tenue, mais sa robe était trop grande pour elle, alors il prit une ceinture pour la nouer. Cette scène d'habillage était un peu étrange pour Johanna. La fille rougit à nouveau, elle se sentait brûlante à cause de cette situation. Elle avait encore attrapé froid, c'est pourquoi elle rougit autant à ce moment-là. Trévis prit à nouveau tout cela personnellement, croyant qu'il devait détruire le monde dans lequel ce fichu rhume était apparu. Depuis que le duc a commencé à protéger cette terre, il n'avait pas ressenti ce sentiment depuis longtemps lorsque l'on a quelqu'un qui nous est cher. Quand Johanna était là, même le monde devenait plus lumineux, mais d'un autre côté, si elle disparaissait, son monde s'effondrerait également. Une réalité qui le rend anxieux et effrayé, il ne s'en souvient plus depuis très longtemps, c'est pourquoi la maladie de sa femme l'a tant affecté. Trévis était prêt à effacer tout le monde de la surface de la terre en exprimant son inquiétude. Il ne pouvait se calmer que lorsque sa femme se rétablissait, il attachait de l'importance à chaque changement dans son état, mais Johanna se moquait de lui, car c'était un simple rhume. Le duc pensait que le froid ne devait pas être sous-estimé, car son corps était faible et la maladie pouvait s'aggraver. La maladie est survenue en raison du surmenage du corps, le médecin a prescrit un médicament qui aidera à restaurer la force. Trévis a demandé si quelque chose pouvait être fait avec le pouvoir divin, mais le prêtre était sûr qu'avec une maladie aussi bénigne, le pouvoir sacré était contre-indiqué. L'assistant du prêtre remarqua que le duc appréciait beaucoup sa femme, ce qui mit la jeune fille mal à l'aise. En regardant de plus près le monsieur, elle réalisa qu'il ne s'agissait pas de l'assistant du prêtre, mais du plus haut conseiller divin Astrom. Astrom comprit alors clairement qu'il y avait devant lui un homme choisi par une divinité. Dans sa première vie, lorsque la fille était trop fatiguée, la guérison prenait peu de temps. Elle a été trompée par la mort et son âme a été transférée dans ce monde, l'appelant un homme choisi par Dieu. À cause d'Astrom, Johanna s'est sentie sous pression et elle ne l'a donc pas rencontré délibérément dans cette vie,
mais pour une raison quelconque, il est venu la voir en premier. Elle a supposé qu'il avait une raison, mais a décidé de le lui demander directement. Astrom répondit qu'en fait, une énorme puissance divine avait été ressentie dans le Nord ces derniers temps, et qu'il était venu l'enquêter. Déguisé en assistant, au cas où l'on apprendrait qu'il avait rencontré le duc, une confusion politique pourrait alors survenir. Johanna s'est rendu compte que comme cette personne avait beaucoup d'influence, sans déguisement, il pourrait y avoir des malentendus inutiles. Un conseiller divin qui possède la chronique complète des actes divins rend visite à une duchesse apparentée à la famille royale. Si le roi découvre cela, il sentira une menace pour son pouvoir et commencera à se comporter avec prudence, ce qui pourrait devenir un problème. Johanna était curieuse de savoir pourquoi le duc prétendait connaître cet homme, mais Trévis ne s'intéressait à rien d'autre qu'au rétablissement de sa femme. La fille avait honte de son mari, mais il était simplement très inquiet pour elle. Astrom n'y voyait aucun problème, il comprenait tout. De plus, il n'était qu'un représentant de la divinité, bien sûr, celui choisi par la divinité était beaucoup plus important que lui. Johanna se souvenait que cet homme avait toujours eu un tel caractère. Le conseiller divin suprême Astrom, comme Karl, était l'un des personnages les plus importants de l'histoire originale, et comme il était dans le temple depuis son enfance, il était profondément religieux. C'est pourquoi il s'est montré très altruiste en aidant Johanna. Seulement, c'était lui qui était particulièrement contre sa communication avec Trévis, à cause de cela ils sont devenus distants. La jeune fille supposait que le conseiller avait également des raisons de s'inquiéter, désormais elle n'avait plus besoin de penser à des choses comme les problèmes politiques. Quand Astrom ressentit pour la première fois le pouvoir divin et vint au nord pour découvrir quelle en était la raison, il pensa qu'il aurait besoin de l'aide du duc. Il ne pouvait même pas imaginer que l'épouse du duc serait choisie par une divinité, ce n'est qu'après l'avoir rencontrée en personne qu'il pouvait voir la trace divine. Il y avait des restrictions sur le maintien du secret parmi les conseillers, même si Astrom était le plus haut conseiller, il ne pouvait demander à personne d'autre une telle chose, alors il est venu ici personnellement. Ainsi, les lettres de Johanna et le retour dans le passé ne sont pas parvenus à Astrom, elle a décidé de ne pas lui en parler, si beaucoup de gens l'apprennent, ce ne sera pas très bon. Elle était sûre qu'au vu de sa personnalité, il voudrait la remettre sur un piédestal, c'était un peu lassant, alors elle n'allait rien lui dire. Trévis a eu une conversation avec le conseiller, le fait que sa femme était la divinité choisie devait être gardé secret. Même si quelqu'un découvrait cela soudainement, il voulait qu'Astrom le nie. Le duc ne voulait pas voir des gens sales déranger égoïstement Johanna. Le conseiller était entièrement d'accord avec lui. Une personne choisie par une divinité ne devait recevoir que de bonnes choses, il était donc impossible de laisser apparaître des personnes qui pourraient causer des problèmes. Trévis était content qu'ils se comprennent, mais il avait une autre demande. C'était très important pour lui. Si Astrom voulait simplement l'écouter, il ne savait pas quel prix il devrait payer pour cela. Le duc voulait que le conseiller guérisse le rhume de sa femme, et c'est à ce moment-là que Johanna est apparue en criant « Combien de temps encore son mari allait-il exagérer, alors que sa vie ne tenait même pas à un fil ?» Trévis était très déprimé parce que sa chère épouse était encore plus déprimée, il ressentait de telles émotions pour la première fois de sa vie. En raison de son âge et de sa générosité, il demanda à Johanna d'accepter ses sentiments, qui, bien qu'ils semblaient être les exagérations d'un enfant stupide, elle ne pouvait vraiment rien dire de plus quand le duc faisait cette grimace. S'il était si inquiet, Johanna lui donna la permission de faire ce qu'il voulait. Elle serra tendrement son mari dans ses bras et lui demanda de mieux prendre soin d'elle et de ne pas embêter une autre personne, elle voulait toujours compter sur cette personne inexpérimentée. Chaque fois que le prêtre voyait ces deux-là s'entendre, il pensait que c'était une bénédiction divine. Astrom croyait que peu importe à quel point le duc et la duchesse s'aimaient, cela serait une source de ragots dans la société. Parce que Trévis était souvent traité de bête sauvage, et le conseiller était sûr que Johanna ternirait sa réputation plus d'une fois. Un plan lui vint à l'esprit pour séparer les deux, et il était sûr que grâce à cela, il ne le haïrait pas. Même si Johanna, par la volonté de Dieu, va mieux lorsqu'elle est près du duc, Astrom pourrait la guérir beaucoup plus rapidement, car une personne choisie par Dieu ne devrait recevoir que le meilleur.